Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être nombreux ce soir et fidèles à ce rendez-vous. C'est le débat politique sur STV. Dans quelques minutes, il faut l'annoncer de suite. On va aller du côté de la France pour avoir en ligne Cabral Libby pour évidemment commenter la dernière actualité autour de lui. Il a reçu un prix. On en saura dans quelques minutes seulement. Je pense que Cabral Libby est déjà calé en ligne. On l'aura. Le temps pour nous de déblayer donc évidemment le menu de ce soir. Il faut le dire, la rentrée parlementaire Sénat et Assemblée nationale, c'était ce lundi. Ça s'est fait du côté de Yaoundé au niveau du palais des congrès pour le Sénat et au palais des Verts de Ngouekele pour l'Assemblée nationale. Les deux présidents, Kaba Yege Djibril pour la Chambre basse et Marcel Niadifendi évidemment en ont profité pour essayer de dire d'emblée ce qu'il pense de la situation entre hautes sociopolitiques du pays. Kaba Yege Djibril n'a pas manqué de demander à nos partenaires internationaux de faire un stop à l'ingérence pour davantage porter la voix du Parlement à tout ce qui se passe autour du Cameroun. Cela dit, on va en parler. Parlement, quelle solution pour l'apaisement? Évidemment, ça fait référence à la situation socio-politique et sécuritaire. Et en deuxième partie, on va essayer de comprendre une fois de plus, économie, peut-on faire sans la Sonara? Vous le savez, la Société nationale de raffinage a connu un vilain incendie il y a 31 mai dernier. Et ce soir même, le Premier ministre chef du gouvernement a créé une commission d'enquête qui va évidemment faire l'enquête technique et dire exactement ce qui s'est passé. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'eau et de l'énergie. En dehors de cela, on va évidemment dire un mot en termes de réaction sur ce qui s'est passé avec Paul Chouta, le lanceur d'alerte, qui depuis hier est en détention provisoire à la prison centrale de Nkondengui. Transition, et puis on revient tout de suite après. Transition. Alors, on va du côté de la France tout de suite. Cabral Libby, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Dibita Tongo, et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Évidemment, nous sommes heureux de vous avoir à nouveau. Vous n'êtes pas au Cameroun en ce moment, vous êtes en France, à Paris, je pense bien. Oui, je suis en ce moment même en France, dans la région parisienne. Alors, et si vous voulez peut-être davantage de précision, ça doit être dans la ville de Montreuil, plus précisément. Enfin, je suis obligé de m'enrichir de la géographie française. Alors, pour qu'on ne se trompe pas sur l'objet et les raisons de votre présence là-bas, vous nous en direz? Allô? Oui, Cabral, quelle est la raison de votre présence à Paris? Alors, je suis à Paris depuis quelques jours à la faveur d'une invitation que j'ai reçue qui elle-même aura été ponctuée de 3 articulations. Je suis venu en France à l'invitation d'une association internationale dénommée Groupement international et d'investissement de femmes africaines qui m'a donc invité à participer à un forum économique qui se tenait à l'Assemblée nationale française sur la citoyenneté, l'entrepreneuriat et le management en Afrique. Donc, j'y ai participé. C'est une association qui elle-même regroupe déjà en son sein une vingtaine, voire trentaine de nationalités. Et c'est un forum économique qui regroupait également des femmes, des hommes venus de plusieurs nationalités. Je me souviens que nous étions sur le panel le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, la France, le Sénégal, le Burkina Faso, moi je crois la Suisse, ça ne me revient plus. Et puis la deuxième articulation était la réception d'un prix, d'une distinction, le GIFA d'or. Vous entendrez GIFA comme Groupement international et d'investissement de femmes africaines. C'est une distinction qui est donnée, qui est décernée depuis 10 ans à des personnalités dans 3 catégories. Catégorie hommes d'exception, catégorie femmes d'exception, catégorie entreprise d'exception. Et dans la catégorie hommes d'exception, j'ai reçu la distinction de l'homme politique africain de l'année
année, c'est une distinction. Donc, j'ai reçu le GIFA d'or. C'était au salon Hoche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'enrichis de la géographie ou, si vous voulez, des lieux symboliques de là où je me trouve. Et puis, la troisième articulation, qui est elle-même rattachée en quelque sorte au GIFA d'or, m'a-t-on expliqué, c'était que c'était la cérémonie d'hommage aux tirailleurs africains. C'était sous l'Arc de Triomphe, ce qui s'est passé dimanche soir. Bon, voilà principalement ce qui justifie ma présence. Alors, s'agissant durant ces derniers jours-ci, et puis à la faveur de ma présence ici, je n'ai pas manqué de nouer, comme je le fais souvent, quelques relations avec que ce soit le monde économique, que ce soit le monde politique. Ben, moi, je n'aurai jamais l'occasion de vendre mon pays. Alors, s'agissant du prix que vous avez reçu, le prix de présenter ce qu'il a d'attractif. Le prix de l'homme politique africain, peut-on savoir un peu plus sur les critères qui permettent de déterminer qui est le vainqueur de ce prix-là? Quels sont les critères? En réalité, les critères sont liés principalement à l'entrepreneuriat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupement international qui travaille à exalter l'entrepreneuriat, beaucoup plus principalement. Donc, lorsqu'ils m'ont expliqué le critérium, ce qui a présidé au choix de ma personne pour cette distinction, c'est l'initiative qui a été prise en réalité au Cameroun, l'initiative de sensibilisation. Donc, eux, ils ont inscrit mon initiative dans le sens de l'entrepreneuriat politique, l'entrepreneuriat tout court, entendu au sens d'une idée, d'une vision, d'une innovation réussie. La capacité de prendre une idée, d'agréger des hommes et des femmes autour de cette idée et d'en faire une référence pour la postérité. Donc, ce qui les a frappés véritablement, c'est l'idée de sensibiliser les Camerounais à participer aux échéances électorales au travers de l'initiative de 11 millions d'inscrits, puis 11 millions de citoyens, puis la candidature à l'élection présidentielle et ce qu'elle a charrié comme mobilisation, intérêt ou intéressement, comme enthousiasme. Voilà en réalité le package autour de ma personne qui aura présidé au choix porté sur ma modeste personne pour cela. Mais au-delà en réalité de la personne que je suis, c'est l'idée, c'est l'initiative qui a reçu cette distinction. C'est pour cela que, en fait, on dira avec modestie, mais moi, je ne considère pas que c'est une distinction à ma personne. Je considère que c'est une distinction qui a été donnée au fait à tous ces nombreux Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à toutes ces personnes qui bénévolement ont cru à cette idée, se sont attachés à cette idée et qui ont œuvré à en faire une sorte d'innovation réussie. Et ils sont nombreux ici en France, en Belgique, aux États-Unis et partout dans le monde. Je vais me faire fort de relayer la question de l'un de nos panélistes ce soir. Robert Moutamba, ça aimerait savoir combien étiez-vous sur la ligne de départ de ce prix-là? Alors, je suis davantage au courant du nombre de personnes qui a été retenu après l'écrémage. Nous étions 3. Il me semble qu'il y avait un Tchadien également pour son initiative et un Ivoirien également qui a porté une initiative. Et puis finalement, le choix a été porté sur ma personne. D'ailleurs, les 2 autres étaient présents à la cérémonie de remise du GIFA d'or. Alors, je présume que vous avez quand même gardé une oreille, sinon les deux, sur l'actualité ici au Cameroun. Je voudrais peut-être prendre votre réaction, votre commentaire sur l'interpellation sur la mise en détention provisoire hier de Paul Chouta. Vous le savez, il est lanceur d'alerte. Il a été placé ce mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Vous avez une réaction? Écoutez, comme je le dis toujours, la mise en détention, les arrestations, les emprisonnements et même les relax sont des modalités qui sont prévues par le dispositif, par le droit positif camerounais. Ce qui m'intéresse lorsqu'on annonce que quelqu'un est placé en détention, ce n'est pas tant l'identité de la personne. Là, vous venez de m'informer qu'il y a eu une mise en détention, vous m'informez de l'identité de la personne, mais vous ne m'informez pas du motif et du mobile qui motive ou qui justifie la mise en détention. Donc, vous pourriez maintenant compléter votre question en me donnant le mobile de la mise en détention. Pour diffamation et chantage, selon ce qui nous revient. Alors, la diffamation, le chantage,
sont des infractions pénales au Cameroun. Donc, s'il y a eu une plainte, s'il y a eu des enquêtes et qu'à l'issue des enquêtes, à la lumière du code de procédure pénale, ceux qui menaient les enquêtes ont estimé que les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention, ben écoutez, on peut comprendre qu'il l'ait fait. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ni moi-même, ni personne au-dessus de la loi. Maintenant, si une enquête a été faite, menée selon les règles de l'art, et que ça aboutit à une mise en détention, il faut rappeler encore les termes du préambule de la Constitution camerounaise, jusqu'à ce que la culpabilité d'un prévenu soit irréfutablement établie, cette personne jouit toujours de la présomption d'innocence. Donc, être placé en détention préventive ou en garde à vue ne veut pas dire que vous êtes coupable. Derrière tout cela, maintenant, il y a une procédure qui doit être faite selon les dispositions de la loi qui encadre cela, avec le principe du contradictoire, le droit du prévenu de se défendre. Si une de ces articulations, que ce soit l'enquête, la mise en détention, si c'est une garde à vue, elle est limitée dans le temps, ou alors la détention préventive, ou alors le procès en lui-même, s'il y a un vice à une de ces étapes, effectivement, je serai toujours le premier à dénoncer et à demander que la personne soit libérée. Donc, pour le cas que vous évoquez, je dois avouer que n'ayant pas pris connaissance du fond du dossier, ben, je ne saurais me prononcer sur l'existence d'un vice ou pas. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que ce soit fait, d'abord, qu'il y ait une plainte, parce qu'on est en infraction pénale. Il faut un élément matériel, il faut un élément intentionnel, il faut maintenant un élément légal. Donc, s'il y a une plainte, s'il y a un déclencheur de tout cela, tout ce que nous devons espérer, c'est que ça se passe selon l'esprit et la lettre du droit qui régit cette matière au Cameroun. Alors pour finir, je présume que, du moins, je voudrais juste avoir confirmation, vous rentrez au Cameroun vendredi, c'est bien cela? Mais je vois que vous êtes bien informé, mais peut-être que ça peut se faire plus tôt, peut-être que ça peut se faire le jour même ou plus tard. Vous serez informé de la date de retour définitif en temps voulu. Donc vous confessez que je suis pas aussi bien informé que cela. Merci Cabral Libye, je voudrais vous transmettre le bonsoir des autres panélistes. Robert Moutembassa du RDPC, il est présent. Il y a également Angelbert Lebon d'Achoua qui est là, il est du MRC, vous le savez. Et puis enfin, Joël Raphaël Wansi, qui est internationaliste, est également là ce soir pour évidemment nous apporter leur éclaircie sur les sujets qu'il y aura en débat tout à l'heure. Merci encore Cabral Libye de votre disponibilité. Quand je prends connaissance de la qualité des invités que vous avez, connaissant leur verve et leur dévotion pour leurs idéologies et les causes des appareils pour lesquels ils sont engagés, je présume que le débat sera très intéressant. Je vais moi-même faire l'effort, puisque par la magie de la technologie, on peut suivre tout cela en direct, de me câbler tout de suite, mais laissez-moi tout simplement, une fois de plus, rendre grâce à l'Éternel pour cette distinction internationale que j'ai reçue et saluer tout le peuple camerounais qui j'estime être nombreux à vous suivre ce soir. Merci et bonsoir. Cabral Libye, président du PRCN, évidemment, en direct depuis Paris, en France. On a présenté les autres panélistes. Joël Raphaël Wansi, bonsoir. Bonsoir. Merci de cette fidélité et cette amitié. Angelbert Lebon d'Achoua, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et c'est toujours un honneur pour moi d'être là. Merci d'être parti de Yaoundé. Et puis enfin Robert Moutembassa, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV Télé. Peut-être une première réaction, Joël Raphaël, sur la mise en détention préventive de Paul Chouta à Yaoundé. Je suis désolé pour la mise en détention parce que au Cameroun, on fait de l'enfermement une règle. L'enfermement devait être une exception. Dès lors que quelqu'un présente toutes les garanties, la connaissance de son domicile, ses mouvements, l'assurance de sa personnalité, je crois que l'enfermement devrait être une exception. Nous sommes désolés parce que dans le contexte actuel, ça ne fait que aggraver, jeter de l'huile sur le feu par rapport aux événements que nous connaissons, par rapport aux différentes arrestations qui ont été opérées dans le camp de l'opposition ou bien auprès de certaines
activistes politiques. Je crois que pour tout le monde, l'enfermement chez nous est devenu le jeu de notre système judiciaire et on devrait en faire plutôt une exception pour des gens qui ne présentent pas de garantie. Angèle Berlebon. Ben, moi, je suis très peiné parce que Paul, c'est un jeune Camerounais que je connais, que je côtoie, qui s'était d'ailleurs mobilisé pour ma cause quand j'avais été injustement incarcéré à la prison centrale de Kondengi. C'est quelqu'un qui est épris de justice et de vérité. Je n'ai pas suivi son histoire de bout en bout, mais je crois savoir que peut-être que dans son rôle qu'il joue aujourd'hui au niveau de la société d'être un lanceur d'alerte, il est possible, comme chez tout humain, qu'il ait commis une erreur. C'est possible. Mais je ne pense pas que fondamentalement Paul soit le genre de mec à nuire. Alors moi, ce qui me désole dans cette histoire, c'est que Paul aujourd'hui est mis en détention à la prison centrale de Kondengi pour 6 mois, sortant d'une garde à vue qui a duré 13 jours, je ne sais au nom de quoi et pourquoi. Il est accusé de diffamation. Diffamation. Alors, le chantage, je ne sais pas, mais j'ai lu diffamation. Je n'arrive pas à comprendre. Hein. Je pense que dans notre code de procédure, la diffamation est une infraction qui est passible, je crois, de 6 mois d'emprisonnement ferme. D'accord ? Je crois savoir. Et Paul, aujourd'hui, est mis en détention provisoire pour une durée de 6 mois. Donc, en fait, Paul a été condamné déjà avant même d'être jugé. Vous comprenez ? Et quand on regarde de près son histoire, ça me rappelle toujours la fameuse phrase qu'on me disait quand moi je m'installais à Yaoundé en 2003. On me disait qu'à Yaoundé, il y a une célèbre phrase qui dit « Est-ce que tu sais qui je suis ?» En fait, c'est pour résumer l'histoire de Paul, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a voulu lui dire tu vas faire ça aux autres, mais surtout pas à moi. Et a utilisé la justice sous sa forme la plus extrême pour pouvoir régler ce compte. Moi, c'est ce que je trouve désolant dans cette histoire. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Je sais que ça va être très difficile pour lui. Je lui apporte tout mon courage et j'espère que très bientôt, il va se retrouver parmi nous. Robert Mouté-Ambassa. Disons que je ne peux pas aller au fond parce que le dossier, je ne le connais pas au fond. J'ai lu dans les réseaux sociaux, dans les médias, la presse, j'ai suivi, j'ai eu à discuter avec certaines personnes, comme le petit frère David Iboutou, qui allait régulièrement à la PJ, il l'a rencontré, et on en discutait, on échangeait. Je pense que le petit frère Paul Chouta était au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, la parole a été donnée à tout le monde. Et donc, du coup, il y en a qui en abusent. Et ça fait que les attaques personnelles deviennent très récurrentes dans les réseaux sociaux. Des gens vraiment prennent le risque d'attaquer directement des individus, oubliant que, pénalement, ils peuvent être poursuivis. Et donc, j'ai le sentiment que nous sommes dans la phase où il faut montrer les exemples pour essayer de freiner l'enthousiasme. C'est la raison pour laquelle je pense que Paul Chouta était au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que étant lanceur d'alerte qui est très connu de tout le monde, sachant que s'il subit ce genre de pression, les autres qui ne sont peut-être pas connus feront un peu plus attention. Et j'ai le sentiment, je ne veux pas juger ce qui a été décidé par le juge, si on dit qu'effectivement il est en détention préventive pour 6 mois, c'est le genre de prison qui n'est pas une prison. Parce qu'en fait, ça ne va pas rentrer dans votre CV, dans votre casier judiciaire. Vous êtes en détention préventive, ce n'est pas une condamnation ferme. Donc peut-être que c'est juste une espèce de lavage de cerveau, mais qui est un peu... 6 mois, c'est quand même beaucoup pour un jeune homme comme celui-là. Et je pense que je lui dire, et puis lire même certaines choses, ou même celle qui s'est plaint,
un moment, était d'accord pour se rétracter, mais les flèches qu'elle recevait de gauche à droite ont fait en sorte qu'elle maintienne sa plainte. Bon, bref, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, je pense que le jeune Paul était au mauvais endroit, au mauvais moment, et je crois que je suis à peu près sûr qu'il ne va pas faire les 6 mois. Les dispositions seront prises pour qu'il soit libéré avant. Je crois que pour ceux qui, pour les travailleurs de la presse, pour les travailleurs de la communication, la diffamation est un concept difficile à contourner et à cercler. C'est-à-dire, le droit pénal définit la diffamation, le droit pénal spécial qui définit la diffamation comme des injures ou bien des qualifications injurieuses et dégradantes portées à une personne par voie de presse, par voie orale, ou encore avec s'il faut agrandir l'éventail par des médias. Bien. Alors, il y a donc, je pense, une forme de fragilité pour ceux qui travaillent dans les médias aujourd'hui, pour marquer la limite entre la diffamation et l'information. À quel moment une information commence à devenir une diffamation? Je pense que pour cette raison, ceux qui qualifient cela d'infraction, du moins dans notre contexte, devraient réfléchir et se dire qu'il est quand même temps d'être beaucoup plus modéré vis-à-vis des acteurs de la presse lorsque on apporte le qualificatif de diffamation, qui est qualificatif suffisamment grave pour amener quelqu'un en prison. Mais dans le cas précis, je pense que l'enfermement est quelque peu exagéré. Alors, Angébert, bon, ça, on sort de la question, hein. On est toujours dans les questions d'entrée. Je pense qu'il faudrait peut-être avoir une idée sur ce qui se passe au sein du MRC, notamment autour de la communication, dont on observe, je ne vais pas dire comme on voulait, hein, entre les rôles. On a pu voir tout récemment le communiqué du secrétaire national de la communication qui essayait de rappeler, notamment les médias, à saisir cette instance pour les différentes communications. Question de crédibiliser certainement la voix du parti, mais en face, on sait quand même qu'il y a également le porte-parole du parti de Maurice Kamto, Bibou Nissak, Olivier, qui fait un travail dans le sens de porter davantage le message du professeur Kamto. Alors, que se passe-t-il réellement? Peut-on croire qu'il y a une dissonance, qu'il y a des bruits de marmite qui alourdissent le message que le MRC veut passer à l'opinion? Je ne sais pas pourquoi vous avez pris l'image de la marmite. Vous seuls savez vous n'êtes pas cordon bleu. Non. Je réponds avec beaucoup de souris parce que je ne sais pas où est-ce que les gens voient de problème. Il n'y a aucun problème. Tout est clair. Du moins pour celui qui est aujourd'hui chef d'orchestre, notamment le président Kamto. Tout est clair. Olivier Bibou Nissak a rejoint la coalition du candidat Kamto de l'époque comme porte-parole du candidat Kamto, soutenu donc par ses alliés. Porte-parole et en même temps responsable de la communication pour la campagne. Je pense que là c'est clair. Vous comprenez? Absolument. À ce moment-là, il est évident qu'on ne parle plus du MRC, puisque l'élection présidentielle c'était une plateforme composé du président Kamto et de tous ses alliés. Donc, tous ces gens, leur voix était portée par Olivier Bibou Nissak. Jusque-là, c'est clair. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase post-électorale. Phase post-électorale qui connaît, comme tout le monde le sait, un contentieux électoral. D'ailleurs, nous continuons à parler aujourd'hui, donc, du président Kamto et ses alliés. Vous comprenez bien que dans ce contexte, il n'y a qu'une seule personne qui puisse porter leur voix. Cette personne s'appelle Olivier Bibou Nissak. Rôle qui joue jusqu'à présent avec beaucoup de maestria. Par contre, le parti MRC est un parti qui doit continuer, évidemment, à vivre. Et dans la structure donc, du parti MRC, il y a quelqu'un qui est secrétaire national à la communication.
porte-parole voilà, du MRC. C'est le docteur Sostène Médard Lipote. Alors, de manière imagée, si aujourd'hui, vous voulez savoir ce que pense M. Zongan, par exemple, sur un sujet post-électoral, ce n'est pas M. Sostène Médard Lipote que vous allez appeler. C'est M. Olivier Boubou Nissak. Si vous voulez savoir quand est-ce que la dernière unité de Manjo a été installée, du MRC évidemment, donc c'est Sostène Médard Lipote qu'il faut appeler. Parce qu'Olivier ne sait même pas où est-ce que la dernière unité a été installée, à Manjo ou à Mora ou quoi que ce soit. Olivier est externe au parti, mais porte la voix de la coalition autour de Maurice Kamto. Donc je pense que les jeux de rôle sont suffisamment clairs pour qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'incompréhension et d'amalgame. Et je suppose que pour vous, c'est clair. Ben maintenant, c'est mieux. J'avoue que je digère mieux, je veux dire. J'espère que tout le monde l'aura aussi bien compris, parce qu'évidemment, ça venait d'un peu partout. Bref, merci de nous avoir apporté cette clarification. Et ça nous permet de savoir désormais comment on va évoluer avec le MRC. Cela dit, transition, et puis on rentre véritablement dans les thèmes de ce soir. Le premier thème, nous l'espérons, nous permettra donc de décrypter davantage l'actualité sociopolitique et sécuritaire actuelle. Parlant de sécurité, on sait qu'il y a eu une attaque de Boko Haram encore à Darak, c'était la nuit du 9 juin, avec près d'une trentaine de morts, selon notre confrère directeur de publication de l'Œil du Sahel, Gibaï Gatama, qui nous l'a annoncé. Gibaï Gatama, pardon. J'ai fait une virgule à Gibaï, à qui je pensais derrière, à qui je dis bonsoir. Gibaï Gatama, qui nous l'a annoncé dans son édition, son journal, L'Œil du Sahel. 30 morts déjà au moment où on publiait cette information. Mais cela dit, on va revenir davantage sur le nord-ouest, le sud-ouest et la pression que met le MRC sur le gouvernement, notamment à travers ce qu'ils appellent le contentieux, vous l'avez entendu, post-électoral, qui a plus d'une fois déjà essayer de mobiliser les Camerounais à travers des marches. On a connu la marche du 26 janvier qui a eu des arrestations, avec d'ailleurs celle du directoire et des alliés du président Maurice Kamto, et puis les marches du 1er et 8 juin. Et je reprends par vous à nouveau. Ce qu'on a quand même pu observer sur cette autre mobilisation, c'est que le mobile, parce que à chaque fois que vous appelez les Camerounais à se mobiliser à travers les marches, vous essayez de mettre les raisons pour lesquelles vous marchez. Et sur les dernières annonces que vous avez faites, on a pu retrouver le mobile du hold-up électoral. Êtes-vous passé à autre chose du moins? Ça ne revient plus assez souvent sur votre communication. Vous pensez qu'on peut passer à autre chose alors qu'on vient de... Je vous renvoie la question. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que ça ne ressorte plus assez souvent? C'est vous qui dites que ça ne ressort plus assez souvent. Je veux dire que nous sommes constants dans nos revendications. Okay. Sauf que, et ça... c'est pour un peu mettre sur la plaque des gens qui nous prêtent des intentions qui n'en valent pas la peine. Il y en a qui disent le MRC c'est le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Comme si en dehors du fait de l'élection présidentielle, que le Cameroun ne connaît pas d'autres activités. Donc le MRC continue à rester vigilant sur la vie de la nation, d'accord? Et nous pensons que au-delà et ou bien en sus de ce que nous demandons depuis le 26 janvier, il y a d'autres choses plus graves encore qui viennent se greffer à cela. D'accord? Donc, ce n'est pas qu'on occulte le non au hold-up électoral. Il est là, il est permanent. Nous sommes d'ailleurs ravivés dans notre position au travers des nouvelles qui nous viennent de la Commission de l'Union africaine s'agissant des droits de l'homme et des peuples. Non, c'est que aujourd'hui nous pensons qu'à côté de ce que nous revendiquons, il y a d'autres choses qui méritent d'être portées à l'attention des Camerounais. Il y a de nouvelles récentes encore de la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine? La nouvelle récente,
La nouvelle récente, vous la connaissez tous. D'accord. Parce que vous en avez parlé. Donc en réalité, on va brosser cette actualité-là avec l'occasion faisant le Laurent. C'est ce Parlement qui est réuni pour voir éventuellement si ces gens-là peuvent, du moins les députés, les sénateurs, peuvent apporter du leur. D'autant plus, Joël Raphaël Wansi, qu'on a observé à l'étranger des parlements, notamment de l'Union européenne, le Congrès américain, qui se sont saisis de ces questions-là. Et le Parlement camerounais, Sénat et Assemblée nationale à l'époque ont fait des courriers à ces responsables pour dire attention, non à l'ingérence. Et d'ailleurs, Kava Yege l'a rappelé aujourd'hui, non à l'ingérence, oui peut-être à l'accompagnement. Je pense que le Parlement camerounais est mis à une grosse épreuve morale. Il y a un jeu que le MRC joue qui met ce Parlement à l'épreuve. C'est-à-dire, le Parlement avoue pas d'ingérence. Le Parlement dit, nous respectons les droits de l'homme. Nous respectons toutes les procédures nécessaires. Mais le MRC dit, nous marchons samedi. Et quand le MRC marche samedi, les manifestants sont arrêtés et jetés en prison. Ce qui prouve que, en fait, il y a un bras de fer. Et dans ce bras de fer, il y a un plus petit et un plus grand. Et généralement, lorsque le pugilat se passe entre un plus fort et un plus petit, il est tout à fait normal que l'opinion nationale et l'opinion internationale va soutenir le plus petit pour parler en français facile. Mais ce qui se passe, c'est que le Parlement est une institution qui est, au Cameroun, on ne doit pas le nier, la caisse de résonance du pouvoir exécutif. Et les débats qui vont être soulevés au Parlement ne peuvent être que des débats voulus par le gouvernement. Dans le contexte actuel, je ne pense pas que le Parlement puisse avoir de nouvelles initiatives qui sont en discordance ou bien qui ne sont pas en harmonie avec ce que dira le gouvernement camerounais. Donc il sera très difficile pour le Parlement de sortir de ce couloir, de sortir de ce sillon ou bien de ce langage, de cette rhétorique. La rhétorique ingérence étrangère, la rhétorique ce sont nos problèmes, ils se mettent de nos problèmes internes. Mais en vérité, cette rhétorique a un effet butoir. Il y aura un moment où on ne pourra plus dire ça parce que le monde le sait. La conscience nationale et la réaction internationale sur le Cameroun est telle que tous les regards sont braqués sur nous. Je ne pense plus que ce discours puisse passer en international. Robert Moutembassa, pensez-vous que le Parlement camerounais se saisira de cette session, l'une des dernières d'ailleurs, celle de juin? Ça devrait être la dernière, je pense, parce que les élections a priori devraient être plutôt en octobre. C'est vous qui le dites. En principe. En principe. Donc, ce que moi je dirais, c'est simple, c'est que cette crise date de bientôt 3 ans, et puis elle est armée depuis, ça va faire bientôt 2 ans, et donc l'Assemblée n'a pas pris position, n'a pas jugé utile d'en faire un sujet, et je peux expliquer ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que cette crise doit trouver une solution qui vient de l'exécutif, qui est un pouvoir différent du législatif. Parce que les accords de Fumban, qui datent de, je crois, 61, c'était à l'initiative de l'exécutif. En 1966, quand on passe au parti unifié, c'est à l'initiative de l'exécutif. Et c'est là où commencent les premières frustrations qui ont couvé pendant très longtemps. À la faveur du référendum de 72, l'initiative vient toujours de l'exécutif. Et même le changement de nomination 1984, ça vient toujours de l'exécutif. Donc, je pense que l'Assemblée estime que c'est un pouvoir qui revient à l'exécutif de trouver une solution politique à la crise actuelle. Et le deuxième point, pour moi, c'est qu'aujourd'hui à l'Assemblée, nous sommes majoritaires. Nous avons une majorité confortable. Et la discipline du parti ne permet pas que les gens fassent n'importe quoi. Il y a la discipline du parti qu'il faut respecter. Et c'est la raison pour laquelle, comme il a dit, il y a des choses qui ne se font pas aujourd'hui parce que la majorité confortable est à un seul parti qui est le RDPC. Mais si demain, cette assemblée change de majorité,
des choses vont aussi changer, y compris dans son fonctionnement. Donc moi je pense que l'Assemblée a le sentiment que c'est une décision qui devait venir du pouvoir exécutif, c'est la raison pour laquelle elle ne prend pas d'initiative dans ce sens, je pense. Et je crois que depuis 3 ans, elle ne l'a pas fait, c'est pas à cette session qu'elle va le faire. Angèle Lebon, vous avez un sénateur néanmoins au niveau de... Un député. Un député à l'Assemblée nationale. N'envisagez-vous pas, à la limite, déposer une proposition de loi ou, je sais pas, essayer, à l'époque, on avait le SIF, essayer de mobiliser au regard des initiatives qui avaient été recalées plusieurs fois, des initiatives internes au SIF à l'Assemblée nationale. Les députés se sont levés et ont dû faire du boucan, main et claque. Vous n'avez pas, à travers votre élu, l'intention soit de faire une proposition de loi, soit d'attirer l'attention tout au moins de l'Assemblée nationale sur ces questions de l'heure? Non, mais je pense que quand on a observé la crise anglophone depuis 3 ans aujourd'hui, faut pas se leurrer. Je veux dire que le mal aujourd'hui est devenu tellement profond qu'à l'évidence, tout le monde sait que cette crise ne peut pas être résolue aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une réalité. Et même si elle pouvait se résoudre au sein de l'Assemblée nationale, tout le monde observe le fonctionnement de l'Assemblée nationale du Cameroun aujourd'hui, qui a une majorité obèse RDPC. Confortable, si vous voulez. C'est des gens qui sont plus attelés à s'accorder sur leurs privilèges qu'à se rendre compte d'un véritable rôle qu'ils pourraient jouer au sein de la nation. Donc, non, à l'Assemblée nationale, non. Que le problème soit porté à l'Assemblée nationale pour attirer l'attention, oui, mais connaissant le RDPC, connaissant le fait que les députés RDPC soient aux ordres de l'exécutif, évidemment, je ne sais pas ce que vous appelez discipline, évidemment, ils attendront donc le signal de l'exécutif qui est en fait leur sommet. C'est là où ils parlent donc de discipline du parti. Non, ce n'est pas du parti qu'on parle ici. On parle de la nation. On parle de l'État. La crise anglophone, 2000 morts, ce n'est pas le parti. 500 000 déplacés internes, ce n'est pas le parti. Plus de 50 000 réfugiés au Nigeria, ce n'est pas le parti. C'est un État, c'est un gouvernement. C'est toute la nation qui est engagée dans ce conflit. Donc, ce n'est pas le moment pour qui que ce soit de pouvoir venir jouer sur le terrain de la politique avec une crise aussi grave que celle-là. Jean-Raphaël. Oui, moi je pense que les termes discipline du parti, les termes comme majorité, nous avons la majorité, ces termes devraient s'effacer devant l'urgence de la situation. Pourquoi? Parce que lorsque un pays, je n'ai pas parlé de dérive, lorsqu'un État, lorsqu'une nation est en difficulté, lorsqu'elle est face à son destin, je pense que des hommes, qu'ils soient de l'opposition ou bien qu'ils soient du pouvoir, doivent prendre des initiatives. L'histoire du parlementarisme européen nous montre des exemples. Le cas du député Matteotti, lorsque l'Italie commençait à prendre des dimensions fascistes. C'est un député, il a été assassiné. Il a dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Je pense qu'ici, le fait d'enfermer les gens, le fait d'attraper les gens, tout ça crée un climat de tension où les gens se regardent avec méfiance, où il manque de confiance. Tout ça bloque même la machine administrative qui n'arrive pas à travailler suffisamment. Donc, le débat sur je suis la majorité, je suis la discipline du parti, ce débat doit s'effacer pour que les députés se disent oui, maintenant il y a une urgence, il y a un problème qui s'oppose. Moi, je pense que si la rhétorique de je suis majoritaire, je suis puissant, si cette rhétorique continue, on fonce droit vers le mur. C'est ce que j'ai appelé l'effet butoir. Puisque les gens que vous représentez eux-mêmes sentent la douleur, ils sentent la difficulté, ils ne pourront plus se réclamer de vous. Ils diront, mais non, attention, vous êtes nos députés, mais on ne vous sent pas. Il y a une réalité, je pense qu'il faut la prendre en compte, et certains députés, certains membres de leur parti commencent à se poser la question de savoir, mais si on le disait, c'est pourquoi
au niveau du RDPC, il n'y a pas autant qu'on le croit cette discipline, puisqu'il y a des voix discordantes qui commencent à sortir et disent, mais réglons ce problème. C'est ce que je voulais dire. Alors, pour revenir à vous, Angelbert, vous avez donc appelé à manifester le 8 juin dernier, d'abord le 1er et puis le 8, mais à l'observation, de façon générale, c'est qu'il y a de moins en moins d'adhésion, on a le sentiment, de moins en moins de militants, d'adhérents, de sympathisants qui vous accompagnent dans ce mouvement-là. Comme ça a pu se voir. Évidemment que vous allez dire que la mobilisation des forces de l'ordre certainement a intimidé les uns et les autres. Mais on observe quand même que contrairement au précédent mouvement, le MRC n'a pas forcément... Heureusement que vous m'avez rassuré à la fin de votre question, parce que j'allais demander si c'est le journaliste qui pose la question ou si c'est le citoyen naïf. Je vous connais journaliste, je vous connais citoyen, mais pas citoyen naïf. Non, je pense que le 26 janvier, lors de la première marche, les Camerounais ont vu, le monde entier a vu comment des gens qui marchaient à main nue se sont fait tirer dessus. On peut appeler ça balle en caoutchouc, balle réelle, ce qu'on voudrait, mais se sont fait tirer dessus. On a vu comment le 1er janvier, le 1er juin, d'autant pour moi, des Camerounais ont vaincu la peur pour aller exprimer un sentiment. Le 8 juin, ce dont les Camerounais devraient se rendre compte, c'est le niveau de la militarisation dans un champ politique. Monsieur Dipita, est-ce que vous vous rendez compte que progressivement, le Cameroun est en train de glisser vers une dictature, si ce n'est déjà le cas? Comment pouvez-vous expliquer que dans ce pays, plus de la centaine de nos militants qui ont été arrêtés le 8, ils ont été arrêtés avant la marche. Il y en a qui c'était à la descente des bus, il y en a qui c'était dans les restaurants, dans des bars, juste parce qu'ils avaient l'intention de marcher. Vous pensez qu'on est encore dans un pays normal, dans un pays de droit? Vous pensez encore que nos forces de l'ordre sont véritablement au service du peuple, de la nation? Ou alors ces forces de l'ordre sont au service d'un individu? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réponse est vite trouvée pour nous qui sommes sur le terrain. Nous qui sommes sur le terrain, nous nous rendons compte que ce régime, à 37 ans, a fini par non seulement politiser nos forces de l'ordre, mais plus grave encore, M. Dipita, ça, on l'observe. Mais vous, qui n'avez pas vécu ce que nous, on a vécu dans nos chairs, c'est-à-dire les arrestations, nous sommes en train de vivre une tribalisation de nos forces de l'ordre. Comment ça? C'est des faits, M. Dipita, et je dis c'est très grave. Et c'est vous, journalistes, qui au lieu de parler de manière caricaturale de cette marche du 8 en disant le MRC ne mobilise plus suffisamment, c'est vous aujourd'hui qui devez pouvoir tirer la sonnette d'alarme sur où est-ce que le Cameroun est en train d'aller avec ses forces de l'ordre. Non. Je vous dis, je vais vous laisser poursuivre, mais je veux dire que vous ne pouvez pas non plus nous laisser porter nos journalistes, puisque vous dites nos journalistes. Oui. C'est pas individuel, je présume. Oui. Non, pas plus que la presse relaie ce qui se passe. La presse vient de relayer devant moi, M. Dipita. La presse montre. M. Dipita, la presse que vous représentez vient de relayer devant moi à travers une question que le MRC ne mobilise pas. La moins presse devant vous a montré des images de ce qui s'est passé les week-ends précédents. Le sujet de débat aujourd'hui, pour que nous puissions édifier les téléspectateurs et construire une nation de paix, de liberté et de démocratie. Le sujet devait porter sur pourquoi cette militarisation.
Pourquoi aujourd'hui, dans un service public, qu'un policier demande à un Camerounais avec insistance, de quelle région venez-vous? De quelle ethnie êtes-vous? Monsieur Dipita, à quoi sert cette question dans une république comme la nôtre? À quoi sert cette question? C'est ça qui devrait interroger les gens aujourd'hui. Est-ce que vous le savez ça? Que quand les marcheurs sont arrêtés, ils sont identifiés par ethnie au Cameroun. Monsieur Dipita, pourquoi ne relayez-vous pas le fait gravissime qui voudrait que nos militants soient arrêtés? Il y en a eu une centaine au CED. Torturés comme si on était... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La difficulté dans votre démarche, oui, c'est que vous nous faites un procès. Je ne fais pas de procès, monsieur Dipita. Non, non. Je ne fais pas de procès. Non, vos questions... Je ne fais pas... Vos questions sont... Vous voyez un peu... Vous me connaissez très bien. Donc, quand je dis... Je ne me permettrai jamais de vous faire un procès. On parle bien de la presse. Je ne parle pas de moi non plus. Nous avons une nation à construire. Je comprends. Nous avons une nation à construire. Vous faites un procès à la presse à travers vos questions. Nous avons une nation à construire. La construction demande une méthodologie. Moi, je vous apporte ma pierre à la construction de l'édifice. Nous le faisons également. Au lieu que des gens s'interrogent sur pourquoi le MRC ne mobilise plus. Le MRC aujourd'hui, et je sais de quoi je parle, c'est plus de 500 000 militants encartés. Quand je dis encartés, c'est titulaire d'une carte d'adhésion. Mais vous voyez bien que en posant le problème ainsi, oui, ça vous permet de donner les raisons. Ça vous permet de faire comprendre. Donc le fait que le problème soit déjà posé, le fait que vous soyez là pour en parler, voilà. Je vous dis donc que nous avons eu une centaine de nos militants arrêtés, incarcérés dans un camp militaire qui est le CED. Des hommes politiques, dans leur activité politique, qui ont marché de manière pacifique, se retrouvent dans un camp militaire, torturés comme des animaux. Vous savez qu'aujourd'hui, même les animaux ont des droits. Torturés à la machette, monsieur Dipita. Torturés au courant électrique. Qu'est-ce qui peut justifier une barbarie aussi grave? Simplement parce que on voudrait aujourd'hui gouverner les Camerounais avec la peur. C'est-à-dire que voilà Dipita qui allait marcher hier, je l'ai arrêté, je l'ai torturé, je l'ai jeté en Kondengui, comme la centaine de nos camarades jetés à Kondengui depuis la semaine dernière, pour dire aux autres que surtout, c'est pas la peine demain de revenir marcher pacifiquement. Pas de ne pas prendre les armes, mais de revenir marcher pacifiquement. D'accord. La situation est extrêmement grave, monsieur Dipita. Ça me permet de... J'en profite, puisqu'il faut quand même être relativement dans l'équilibre de l'info, pour donner... pour faire lecture de ce tweet, ce qui a été fait sur la page Twitter du ministère de la Com, je le lis. Tentative de marche illégale, c'est comme ça que c'est écrit au Cameroun. Le 8 juin 2019 à Yaoundé, 66 individus ne se réclamant d'aucun parti politique interpellés par la police, 43 libérés, 19 individus appréhendés par la gendarmerie, 11 libérés, les autres le seront après les procédures d'usage. Ça a été publié sur le site. Et le ministre de la Communication dit que ces 66 ont été arrêtés pour quelle fête? Non, je veux dire, j'ai lu là. Oui, mais c'est... Non, il n'a pas de précision. Mais il faut que des gens soient à ce niveau de responsabilité. Je veux dire que quand on gère la communication... C'est bien parce que le ministre regarde. Donc vous posez la question, voilà. Quand on gère la communication d'un gouvernement, on se veut être le plus transparent possible et le plus précis. Quand on dit 66 individus ne se réclamant d'aucun parti politique, il est clair qu'en communication, on veut passer un message. OK? Et le message s'adresse à nous, certainement. Vous dites, bon, enfin, vous dites qu'on a arrêté vos partisans, enfin, on n'a pas arrêté vos partisans. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le message qu'il va envoyer au sein de l'opinion publique. Et moi, je dis, s'il veut être crédible, M. René Emmanuel Sadi, qu'ils disent pourquoi les 66 ont été arrêtés. Je crois qu'il dit dans le communiqué les procédures sont en cours. Les procédures de quoi? C'est 66 personnes arrêtées lors de la marche du 8. D'accord. Donc, ils ne pouvaient être arrêtés que parce qu'elles avaient l'intention de marcher. D'accord. Voilà. Et ça, il nous reconforte dans l'idée que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous revendiquons aujourd'hui,
ne doit pas se limiter à un niveau partisan MRC. Mais on parle c'est bien, quelque chose qui interpelle tous les Camerounais. On parle bien Camerounais. des marches qui avaient été interdites. Robert Moutembassa, vous avez la même lecture? Enfin, je me disais qu'il n'était plus sur le plateau. Encore que. Parce que vous avez passé la parole pas longtemps. Si. Même vous. Heureusement que vous n'avez pas arraché la parole. Non, mais je me disais, de toute façon. Non, vous êtes là, vous êtes bien là. C'est pour ça que vous avez la parole et vous l'aurez autant que vous voudrez. Alors, la question, c'est quoi? C'est simplement pour savoir si vous partagez le même point de vue. Je veux dire que. On ne peut pas partager le même point de vue. Mais sur la torture, que le gouvernement sort les muscles pour empêcher que le MRC, qui voulait mobiliser massivement. Nous appartenons à deux bords différents, on ne peut pas être du même point de vue. Quelle est votre approche? Bon, mon approche est très simple, c'est que j'ai le sentiment que le MRC a engagé une espèce de bras de fer avec l'État, le gouvernement, les forces de l'ordre, les autorités administratives. Et au départ, ce bras de fer était lié aux marches dites pacifiques, alors qu'elles étaient déjà interdites par l'autorité administrative. Elles ne sont plus pacifiques là. Parce que l'autorité dit, je ne veux pas de votre marche pacifique. Donc, ils doivent s'arrêter, ils ne doivent pas marcher. Donc, ils doivent respecter les lois et règlements de la République. Alors, malgré cette interdiction, ils marchent. Forcément, l'État va dire, mais je suis là quand même pour encadrer, protéger les hommes et leurs biens, mais en même temps maintenir l'ordre établi. Alors, on vous interdit une marche, vous voulez marcher quand même. Vous allez trouver les forces de maintien de l'ordre. Et forcément, en les trouvant, il y a des dérapages qui peuvent venir de part comme d'autres. Et donc, pour ceux qui pensent que les forces de l'ordre vont se fatiguer, non. Parce que quand on regarde bien, il y avait beaucoup de gens au départ, comme disait le bon. Mais aujourd'hui, on voit que ça a plutôt tendance à être des mots d'ordre. On va marcher et on reste tranquille à la maison. Et les forces de l'ordre sont partout dans la rue. Et il ne faut pas penser que ça gêne les forces de l'ordre, c'est leur boulot. Et après, ils ont même des primes. Donc, si vous pouvez lancer le mot d'ordre chaque jour, ils seront dehors chaque jour. Ils ne vont pas se fatiguer. Et on se fatigue là où il n'y a pas de primes. Là, les primes, on ne se fatigue pas. Donc, j'estime que ce bras de fer ne joue pas en faveur de mes amis du MRC. Parce que je veux peut-être, j'imagine, parce que je pense que des décisions importantes peuvent suivre dans les prochains jours si ça continue, avec la suspension du MRC. Ah bon? Oui, parce qu'il ne faut pas défier l'État. L'État dit arrêtez de marcher, vous continuez de marcher. Maintenant vous lancez des mots d'ordre, mais vous restez à la maison et on voit les policiers, on dit les policiers sont venus au meeting du MRC. Je ne vais pas répondre à ce que mon vous allez reprendre. Oui, bien sûr, c'est sous forme de blague. Je dis je ne vais pas répondre parce que je suis sûr qu'on a envoyé mon cher aîné lancer un galop d'essai pour voir comment le MRC va réagir. Vous avez annoncé la suspension du MRC, nous l'attendons. Je dis, si ça continue... Ça me rappelle la sortie du MINAD, le ministre de la Nous attendons. Quand vous empruntez le chemin. Nous attendons sérénement. Il parle, je suis calme. Bien sûr. Je dis ceci. Là, c'est là une histoire de chat et souris. Parce que le MRC envoie le mot d'ordre, mais ils ne sortent plus. Et la police est sur le terrain. Est-ce que c'est une façon de faire dépenser de l'argent à l'État gratuitement pour rien? Est-ce que... Mais ce qui est sûr, c'est que ce jeu ne peut pas durer longtemps. Et connaissant un peu comment les choses se passent dans mon pays, je crois que s'il y a une ou deux autres sorties comme ça, ne soyez pas surpris que le MRC soit suspendu. Parce que l'État ne va pas accepter que le désordre s'installe par cette manière, cette façon de faire. Parce que justement, si on ne redresse pas ceux qui le font, ça sera la cacophonie. Et je demande à mes amis du MRC de rester vigilants. Il n'est pas intéressant pour eux d'être suspendus aujourd'hui. Il y a un calendrier électoral qui a annoncé. Concentrez-vous. Il est annoncé déjà? Mais il est là, tout le monde le connaît, le calendrier, jusqu'à peu de contraire. Pour le moment, les gens parlent de décaler les élections. On peut les décaler, comme on peut ne pas les décaler. Parce que vous savez, il y a deux régions, principalement les régions nord-sud qui sont où c'est très difficile d'organiser les élections. On peut bien faire les élections dans les 8 autres et faire les partiels dans les deux régions plus tard, en maintenant les mêmes conseillers, les mêmes députés, jusqu'à ce qu'il y ait élection. On peut différer pour les deux régions. Il ne faut pas penser que c'est impossible. Et quand vous voyez l'ordonnance qui a été prise dernièrement sur le budget, il y a des lignes qui concernent les élections qui sont apparues. Donc
Donc il faut faire attention. Il ne faut pas rester là en se disant on va reporter. Et puis quand la date limite, je crois que c'est entre le 25 juin ou quelque part d'ici la fin du mois de juin, quand si on convoque le corps électoral, vous n'allez pas dire que on n'a pas le droit de le faire. On peut faire les élections dans les 8 régions et attendre de faire les 2 autres plus tard en différent de ce côté de 6 mois. Il n'y a rien qui empêche ça. Donc moi je pense que au lieu que le MRC dépense toute son énergie à faire des marches pacifiques qui ne se font plus, parce qu'il y a en face des gens qui les attendent, il vaut mieux s'organiser, se préparer, aller augmenter les effectifs à l'Assemblée, dans les communes, pour avoir des élus qui pourront permettre de changer ce que vous avez dit tout à l'heure en disant, quand j'ai parlé de majorité confortable, vous avez parlé de majorité à l'Assemblée qui empêche que les gens ne se reconnaissent plus. Mais non, ces gens ne se reconnaissaient plus dans ces gens. Ils n'auraient pas voté leur président et élu leur président en octobre. Et les prochaines élections, si vous restez là à penser que ça va venir seul, vous serez encore surpris que nous gardons cette majorité confortable. Moi, je conseille au MRC de vraiment travailler par rapport à ce futur, parce que si ils arrivent à modifier les équilibres au niveau de l'Assemblée, ils peuvent changer beaucoup de choses à partir de l'Assemblée. Pour le moment, nous sommes majoritaires à l'Assemblée et nous avons la discipline du parti qui fait que quand le parti donne une orientation, tous nos élus doivent suivre. Alors, celui qui ne suit pas, dans tous les cas, il sait ce qu'il attend. Vous avez dit que le MRC appelle à manifester, mais qu'ils ne sortent plus. Non, ils ne sortent plus parce que... Qui sont ceux qui étaient sur le terrain le 8 et le 1er juin? Non, le 1er juin, il y a quelques-uns qui sont sortis. Le 8, il n'y avait presque pas grand monde. Parce que les forces étaient déjà là, très tôt le matin. Donc, ils sont restés chez eux. Ils ne sont pas venus. Alors, et du coup, les autres ont commencé à passer ça comme de la raillerie en disant que c'est les forces de maintenant sont venues au meeting du MRC. Vous comprenez? Non, ils ont trop parlé de ça parce que ça fait 2 opposants contre moi seul. Laissez-moi le temps. Raphaël n'a pas de parti. Si. Il a le même ton, le même timbre que le bon. Il analyse. Il a une autre casquette, c'est tout, mais il est opposant. Donc moi je dis ceci. Il devait être neutre, ok? Et reconnaître que l'État ne peut pas se mettre à genoux devant un individu, devant un parti. L'État doit rester debout. Et donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le manque de respect du MRC vis-à-vis de l'État risque de déboucher sur une suspension. Moi je vous le dis comme ça, parce que j'ai le flair, chaque fois j'avertis, on me prend pour un sérieux, et après ça se passe comme j'ai dit. Alors moi je vous reviendrez dans l'instant, Gilbert, un mot. Je pense que la suspension d'une association... Je vous en prie, laissons en Gilbert un mot, je vous en prie. Alors il a dit que personne n'est sorti le 8, ce qui est faux. C'est pourquoi d'ailleurs votre ministre de la Communication, Satel, a dit à tout le monde que ceux qui ont été arrêtés n'étaient pas des militants du MRC. On comprend très bien. Nous sommes un parti, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, un parti républicain, surtout responsable, et un parti aujourd'hui qui est encore dirigé. C'est-à-dire nous arrivons encore à tenir nos troupes. Tous nos camarades étaient sortis ce jour-là, venant des 4 coins du Cameroun. Quand on nous a annoncé que la poste centrale était fortement militarisée, nous avons demandé à nos camarades, nos très nombreux camarades ce jour-là, qui étaient mobilisés depuis 7 heures du matin, d'attendre les instructions et de battre en retraite le temps que nous leur communiquions la nouvelle stratégie. Ce temps-là a donné la possibilité aux agents de renseignement généraux d'introduire et d'infiltrer les différents groupes qui étaient soit à proximité de la poste centrale ou encore un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à prendre les gens, je dis bien, au faciès. C'est-à-dire, il suffisait qu'ils arrivent quelque part, ils voient 4, 5, 6 personnes ensemble, on vous identifie, on vous embarque. Ils n'ont passé toute cette matinée à ne faire que ça. Et c'est comme ça que ce jour-là, il y a eu plus de 500 personnes qui ont été interpellées pour qu'ils n'en retiennent que 150 à la fin. Donc ne dites pas que les gens ne sont pas sortis, ce qui ne serait pas juste. Nos camarades sont sortis, mais entre le temps de l'observation et de communication de la nouvelle stratégie, la plupart ont été interpellés. Jean-Raphaël aussi. Oui, contrairement à ce que dit le grand frère,
Je n'ai pas de parti. J'ai fait seulement une lecture de mon pays. Oui, j'ai fait une lecture de mon pays et j'ai fait une analyse que je mets à la disposition de ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Je vais vous dire, une loi peut être une mauvaise loi. Il y a des mauvaises lois. Il y a des lois qui sont inadaptées. L'apartheid était une mauvaise loi. Dans une république, dans une nation, à un certain moment, ceux qui ont le pouvoir décisionnel doivent s'inspirer de ce qui se passe dans les autres États ou bien dans ce qui se passe dans la mouvance, dans la gouvernance internationale pour changer de comportement. Monsieur Dachoua, je vais vous le dire. Je connais un pays qu'on appelle l'Éthiopie, où les Tigréens ont été au pouvoir depuis de très longues années, des dizaines et des dizaines d'années. Lorsqu'ils ont vu que l'État d'Éthiopie était en danger, ils sont allés chercher dans le camp de l'opposition le premier ministre qui allait diriger l'Éthiopie. Et les Tigréens se sont retirés du pouvoir. Donc, les questions comme nous allons supprimer l'aide, nous allons suspendre, nous allons ceci, c'est des fuites en avant, c'est le dos rond pour recevoir des coups, mais ça ne passe pas. Actuellement, moi je pose une question de savoir, est-ce que cette maladie de la mauvaise gouvernance ou encore du pouvoir fort est propre aux États francophones? Le Togo ressemble au Cameroun, le Gabon ressemble au Cameroun, le Tchad ressemble, ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils n'acceptent pas les voix discordantes. Je pense qu'il est temps d'accepter les voix discordantes, même si elles viennent du parti qui a perdu les élections. Ça ne pose aucun problème, on peut discuter. C'est ça qui rend le Cameroun un pays très complexe. Plus que compliqué, mais complexe. Nous sommes très très complexes chez nous. On n'accepte pas les différences. Le fait d'arrêter des gens qui marchent, vous, le MRC, vous êtes en train de mettre à l'épreuve morale le gouvernement. Vous dites, le gouvernement dit, nous ne sommes pas une dictature, nous respectons les droits. Mais le lendemain, le MRC dit, nous allons marcher, vous les arrêtez. Mais c'est tout à fait normal, c'est une épreuve morale. Et je vous dis sincèrement, même les forces de l'ordre, parfois, sont mal à l'aise dans ces opérations parce que obéir à un ordre manifestement illégal, ça existe dans le code pénal. Le fait de torturer quelqu'un vous expose vous-même à des poursuites. Même si vous avez reçu un ordre de le faire, le fait de tabasser quelqu'un, bien de lui tirer sur la jambe, est un ordre. Si vous exécutez un ordre, c'est un ordre en droit pénal, c'est un ordre manifestement. Je pense qu'il y a d'ordre directement donné dans ce sens. Vous savez, comme dans tous les corps, il y a des gens qui ont la maîtrise, il y en a qui manquent de maîtrise. Donc il peut y avoir des abus comme ça, pas parce que le haut commandement de l'ordre, mais parce que l'individu qui est là en face, qui a commis cette faute, mais quand ça devient répétitif, récurrent, ça commence à poser des problèmes, monsieur. Je suis d'accord que je suis contre la torture, ça c'est clair. Mais ça bon, je ne pense pas qu'il y a des ordres qui sont donnés spécialement pour torturer. Moi, je pense que c'est les individus qui manquent de maîtrise, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le fait même de faire asseoir les gens, le fait de les gazer, nul ne doit faire l'objet de torture ou de sévices corporels. Le fait de les mettre même assis sur le sol, à même le sol, est déjà une infraction. Et le monde voit, les satellites voient tout ça. Nous-mêmes, ça nous met mal à l'aise. Moi, je suis enseignant de droit. Ça nous met mal à l'aise. Je travaille dans le droit international. Je me déplace de pays en pays. Je vous dis sincèrement, donnez un conseil à vos amis, trouvez un terrain d'entente pour que le Cameroun avance. Parce que au rythme où nous sommes, au rythme où nous allons, au rythme où les organisations... Quand M. Kavaye il parle d'ingérence. Mais en fait, l'ingérence est là. Mais c'est une ingérence humanitaire. On pose un problème qui est devenu humanitaire. Voilà mon intervention sur cette question. Alors, l'autre volet, évidemment, de la question sociopolitique, c'est la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous pensez que le Parlement pourrait y rentrer finalement? Moi, j'ai dit tout à l'heure que le Parlement est mal placé pour rentrer dedans, sinon... Tout le monde peut dire son mot. Oh, je crois que le Parlement, s'il fallait dire quelque chose, il l'aurait fait depuis. Hein. Je vous dis, c'est beaucoup plus le pouvoir exécutif qui gère ce dossier. Et ça m'étonnerait qu'il y ait un mélange. Angèle. C'est trop tard pour que le Parlement porte quoi que ce soit
au sujet de la crise anglophone. Le Parlement pourrait tirer la sonnette d'alarme, le Parlement pourrait attirer l'attention, mais ce n'est pas dans le cadre de l'Assemblée nationale que ce problème peut être résolu aujourd'hui. La question du Nord-Ouest Sud-Ouest induit la question de la forme de l'État. Et la forme de l'État c'est une grosse question, c'est une question difficile à évacuer. Pour l'évacuer, elle risque même de devenir un procès pour ceux qui détiennent le pouvoir. Alors je ressens dans la question du moins pour me référer au thème Parlement, quelle solution pour l'apaisement finalement pour sortir de ce thème? Quelle solution venant du Parlement? Oui, quel rôle pourrait jouer le Parlement dans ce contexte? Personnellement, je pense que le Parlement ne peut rien faire. À ce point-là. Oui. Moi, je pense que le Parlement devrait aujourd'hui, en marge du grand dialogue inclusif que tout le monde souhaite, le Parlement devrait s'organiser de manière corporative, d'accord, pour être représenté à ces assises-là. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait, à la base, une discussion au sein du Parlement, qu'il y ait un ensemble d'éléments qui soient retenus, et que ce soit ces éléments-là qui soient portés donc par les députés lors de la grande messe du dialogue inclusif. Merci à vous pour ce premier thème. On va prendre la transition et évoquer la deuxième question de ce soir. En deuxième, donc, on va essayer d'interroger façon de voir l'impact économique qu'a pu avoir jusqu'à ce jour l'incendie, les conséquences de l'incendie du 31 mai dernier au niveau de la Sonara. Je l'ai dit en début d'émission, le Premier ministre chef du gouvernement a signé un décret tout à l'heure portant création d'une commission d'enquête chargée évidemment de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé là-bas, commission d'enquête technique. Donc ça aussi, il faut le préciser. Peut-être vous qui êtes dans les questions de sécurité quand même, vous avez beaucoup travaillé sur les plateformes pétrolières. C'est quoi une commission d'enquête technique? À quoi doit-elle s'atteler? C'est vrai que les missions ont été définies, mais je veux dire que devrait-on comprendre de la mise sur pied d'une telle instance? Oui, merci pour la question. Je vais vous dire que j'ai commencé ma formation en raffinerie. Ok. Et à la Sonara de Limbe. D'accord. Donc je connais comment elle fonctionne. Dans les années 82. Vous êtes parti quand? Vous en êtes parti quand? Oh, j'ai fait plusieurs va-et-vient. Ah d'accord. L'initiation a commencé à la Sonara. J'ai fait les unités à la Sonara, j'ai travaillé l'encart là-bas, j'ai travaillé avec plusieurs responsables. À l'époque, c'est Bernard Edin qui était le directeur général, qui maintenait un standard assez élevé, qui faisait fonctionner la raffinerie dans les standards pétroliers, où vraiment des choses comme ça ne pouvaient pas arriver. Donc ensuite, je suis allé chez Schlumberger, Flot Pétrole, je suis allé offshore, j'ai fait Total, Kelt, Perenco. À l'époque, j'avais fait Elf aussi un peu. Donc, vous comprenez que j'ai fait un peu le tour. C'est la raison pour laquelle je me sens à l'aise en discutant de l'amont vers l'aval. Parce que vous savez, quand on dit certaines choses, comme certaines déclarations que j'ai faites l'autre jour dans le messager, bon, il y en a qui ne comprennent pas comment, sans diagnostic, qu'on puisse évaluer les dégâts. C'est normal pour moi qui suis dans le secteur, on a passé toute notre vie à le faire. Bon, celui qui n'est pas dans ce secteur et qui a fait droit ou autre chose, c'est normal qu'il ne comprenne pas. Maintenant, s'il veut comprendre, il s'approche, on va lui expliquer. Bon, maintenant, c'est pas ici qu'on va le faire. C'est pour dire qu'une commission technique comme celle-là, le Premier ministre a créé cette commission pour que le rôle de cette commission, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à la catastrophe, au plan technique, purement. Parce que vous savez, les installations pétrolières, que ce soit en raffinerie ou bien en offshore partout, fonctionnent dans un système automatisé. Généralement, on a besoin de la main de l'être humain pour démarrer. Une fois que c'est démarré, on passe en automatique. Ça marche seul. Ça n'a besoin de personne. Les êtres humains sont là pour faire des relevés, des prélèvements d'échantillons, contrôler la qualité des produits, et voilà. Et quand il faut intervenir parce qu'il y a un dysfonctionnement, on passe en manuel, on travaille et on revient en automatique. Donc c'est un système qui fonctionne
à presque 99% du temps en automatique. Et donc, ça fait qu'en automatique, vous avez des préalarmes, des alarmes de sécurité qui gèrent un peu le système. En préalarme, c'est-à-dire, c'est une annonce, ça peut être une pression haute ou basse, un niveau haut ou bas, ça peut être une température haute ou basse. L'opérateur, dès qu'il est au courant, il réagit. Et si l'opérateur réagit, n'arrive pas à solutionner le problème, ça passe en alarme. Et en alarme, il y a des actions automatiques qui se font, qui ne demandent plus l'avis de l'opérateur. Si c'est une haute pression, des vannes s'ouvrent pour dépressuriser. Si c'est un haut niveau, des vannes s'ouvrent pour baisser le niveau, ainsi de suite. En automatique. Et si même à ce niveau, ça ne marche pas, la sécurité fonctionne. La sécurité arrête la production, arrête les installations. Elle s'arrête seule. Ça n'a besoin de personne. Pour atteindre ce niveau, ça veut dire qu'il y a eu des dysfonctionnements quelque part. Et vous savez, tout est renvoyé en salle. Tout est enregistré, tout est suivi. Donc, il faut maintenant, cette commission aura pour mission d'aller essayer de voir sur peut-être 1 mois avant, 2 mois avant, même 3 mois avant, même 1 an, pourquoi pas. Parce que parfois, le problème peut venir très loin. Et essayer de voir jusqu'au moment où il y a explosion, comment les enregistreurs ont fonctionné, comment les opérateurs ont fonctionné, ils étaient où, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, apparemment, c'était à la relève, c'était vers 21h30, au moment où l'équipe qui arrive pour prendre le car à 22h arrive à 21h pour certains, et 21h30 pour d'autres, et puis l'équipe qui passe les consignes. À ce moment, tout le monde était regroupé en salle de contrôle, heureusement, et c'est des salles qui sont quand même assez protégées. Heureusement que l'explosion a eu lieu dehors, il n'y avait plus personne. Parce que je me demandais, mais comment on a pu échapper? Il n'y a pas eu de mort d'homme, mais quand on m'a donné les détails de ce qui s'est passé dans la période de relève. Donc, cette commission a besoin de techniciens du métier. Ce n'est pas des administrateurs, ce n'est pas des financiers, ça n'a rien à voir. Les assureurs, eux aussi, auront sûrement leur rôle à jouer, leur commission, mais c'est les techniciens qui connaissent. Et surtout, ne pas prendre les techniciens de l'entreprise Sonara. Parce qu'il faudrait des gens qui sont neutres, qui vont pouvoir dire à l'État la réalité de ce qui s'est passé en interprétant toutes ces données. Y compris la maintenance préventive, la maintenance curative, le coconnage, les opérations, les relevés. Tous ces paramètres doivent être revus, posés sur une table, et après, on va finir par voir d'où est-ce que c'est parti. Ça ne peut pas se cacher. C'est comme le nez à la face. On va finir par savoir, et je pense que la primaire sera adressée au gouvernement qui aura mis cette commission en place, de façon à ce que les mesures de décision soient prises. Est-ce qu'on va repartir avec la même usine? Est-ce qu'on ne va pas repartir avec la même? Est-ce qu'il faut construire une nouvelle à côté? Parce que vous savez, quand une explosion comme celle-ci, tout le monde dit oui, c'est 3-4 unités sur 11 ou 12. Les autres n'ont pas été touchés, mais oui, mais l'arrêt va durer longtemps, au moins 2 ans, sinon plus. Et pendant ce temps, les unités qui n'ont pas été touchées ne vont pas rester en l'état. Il y a des choses à faire. Donc il y a tout un processus. On ne peut pas développer tout ça sur le plateau, mais c'est pour dire que c'est très bien que le PM ait mis cette commission, mais ce serait très bien que cette commission ait des gens neutres qui vont poser des questions, aller rencontrer les gens qui sont sur la raffinerie, ils vont discuter avec ces gens et voir quels sont les paramètres et comment ça évolue pour connaître exactement le motif, la raison pour laquelle il y a eu explosion. Parce que je vous dis, une entreprise normale, pétrolière, raffinage, offshore, elle fonctionne en automatique. Tout est mis en place. Alors, pourquoi elle n'atteint pas ce niveau de gravité? Pour être complet, avec l'information relative à la commission d'enquête, il faut peut-être préciser que, entre autres représentativité au sein de cette commission, il y a des responsables du ministère de l'eau, je l'ai dit, il y a des responsables du ministère des mines, il y a des responsables du ministère de l'environnement, il y a des responsables de la délégation générale à la sûreté nationale, il y a des responsables du ministère de la Défense et puis des responsables du ministère de l'administration territoriale qui composent évidemment cette... Et ils n'ont pas mis d'experts. Cette commission. Ils n'ont pas mis d'experts. C'est ce que j'ai suivi tout à l'heure. Mais si ce n'est que ça, il n'y aura pas un bon résultat. Alors vous également, vous avez quand même travaillé sur un pan. Oui, j'ai été commis comme chef de mission pour mener l'audit environnemental et social de la Sonara en 2007 et le dernier audit en 2018. En fait, comme juriste, je travaillais sur la mise en conformité ou bien l'état de conformité réglementaire de la Sonara. Okay. Et la Sonara répond à toutes ces normes. D'ailleurs, ils ont eu leur certificat de conformité environnementale et ils ont répondu à des règles, à des normes de qualité
de très haute qualité avec des cabinets suffisamment avancés. Et j'ai constaté que la Sonara est l'une des sociétés camerounaises qui était suffisamment avancée dans la protection de l'environnement. Elle est allée jusqu'à demander l'échantillonnage des sédiments marins et de l'eau de mer sur le flanc atlantique, sur la façade atlantique de son site. Je crois que les gens étaient suffisamment organisés. Mais j'ai eu un petit regret, c'est que lorsqu'il y a eu la catastrophe, il n'y a pas eu de sursaut national dans l'indignation, du moins les gens ont commencé à se diviser sur le plan politique. J'ai suivi l'incendie de la CIR, la société ivoirienne de raffinerie en Côte d'Ivoire, dans le quartier de Vridi. Mais ça choque tout le monde. Une raffinerie est une raffinerie. C'est un appareil technique qui peut être défaillant à n'importe quel moment. Et c'est ce qui est arrivé par exemple à la Côte d'Ivoire, c'est ce qui vient de nous arriver. Il y a eu des raffineries qui ont explosé dans le pays, aux États-Unis, partout. Il y a une plateforme qui est explosée à l'état de Louisiane, avec des marées noires sur des kilomètres et des kilomètres. Je ne crois pas qu'il faille absolument lancer la pierre, absolument verser de l'huile dans le feu en parlant de la Sonara. La Sonara, nous pensons maintenant, la commission d'enquête est très bien faite, parce que sur le plan technique, elle va trouver les causes. Mais il faut se poser la question, c'est que la Sonara va continuer, l'économie du pétrole va continuer de fonctionner au Cameroun. C'est l'autre pan de la question. Je vais donner une précision. Parce qu'il a parlé de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'accident. Oui, tout à fait. C'est la remarque que je voulais faire. Parce qu'il s'appuie sur les études d'impact environnemental. Non, je ne veux pas dire. C'est pas. Non, mais je vais parler d'environnement. Laisse-moi développer, parce que ce genre de choses, c'est beaucoup plus des études de danger. Parce qu'il y a ce qu'on appelle études de danger, vous savez, et c'est par cercle concentrique qu'on sait que tel équipement, s'il a un problème, elle va impacter jusqu'à tel niveau. C'est les études de danger qui permettent et la sécurité. Les études d'impact environnemental, c'est en cas de pollution, en cas d'interface avec les populations riveraines et autres. C'est vraiment, ça n'a pas trop d'impact sur l'accident qu'il y a eu. Oui, je voulais quand même dire que la Sonara est un établissement classé. On nous a demandé de faire l'audit d'un établissement classé. L'étude de danger était déjà faite. C'est pourquoi j'ai parlé de conformité de la Sonara. Elle répondait à toutes les normes de conformité. D'autres pas avant, peut-être que... Bon, alors, Angèle, allez-y. Oui, enfin, je voulais dire quelque chose. Moi, j'ai eu froid au dos quand, moi connaissant mon grand frère Mouté Ambassa par ailleurs, où on lui parle de commission présidée par le ministre de l'eau, et qu'ils ne disent rien. Je suis un peu... Lui, le connaissant... Non, je ne l'ai pas dit. Il ne m'a pas donné la parole. Moi, je dis... je vais en parler tout à l'heure. Pour voir ce qui est en train de se passer là, il faut rentrer un peu dans l'histoire de la Sonara pour comprendre que ça ne va rien donner. Moi, j'ai eu la chance. Hein. La boîte qui m'offre mon premier stage, et là, je suis élève, c'est la Sonara. Il a comme directeur général M. Bernard Eding. Quand je reviens au Cameroun, comme patron du marché entreprise chez Orange, mon plus gros client, c'est Sonara. Donc, j'avais des relations très étroites avec M. Eding jusqu'à son décès en 2002, et ensuite M. Charles Metouk comme directeur général. En 2005, la Sonara commence à avoir ses premiers problèmes, notamment avec les cours du pétrole sur le marché mondial. Et M. Metouk lance ce qu'on avait appelé à l'époque, je pense que c'était le plan Metouk. La Sonara avait 600 employés. Metouk, pour rendre la société vraiment concurrentielle et compétitive, dit qu'il va se séparer de 200. Parce que la machine Sonara doit pouvoir fonctionner peut fonctionner avec 400 personnes. Mais tout reste, de 2002 jusqu'en 2013, quand il amorce, donc depuis 2010, le fameux projet d'extension de la Sonara. C'est là où tous ces problèmes commencent, parce que c'était des centaines de milliards à investir. Et on ne sait pas trop pourquoi M. Eding est arrêté, incarcéré. M. Metouk, pardon, est arrêté, incarcéré. Lui, ingénieur,
Le directeur d'avant, M. Eding, ingénieur, il est arrêté, incarcéré. Dans une procédure où le directeur général de la CSPH, je ne veux pas citer les gens, et je vais conclure à la fin pour que vous compreniez pourquoi cette commission ne va rien donner. C'est important, monsieur Débita. Mais vous parlez des affaires qui sont au tribunal qui ne nous intéressent pas forcément. D'accord. En tout cas, revenons sur voilà. Si vous voulez que je fasse vite, oui. d'accord? Non, allez-y. D'accord. Donc, poursuivez. Monsieur Talbamala, directeur général de la CSPH, qui est dans la même procédure judiciaire que Metouk, est acquitté pour insuffisance de preuves, et c'est M. Talba qui devient le tout nouveau directeur général de la Sonara en 2013. On part de 2 ingénieurs pour un administrateur. Vous savez combien d'employés la Sonara aujourd'hui? Parti du plan Metouk de 400, ils sont 900 aujourd'hui. On a une masse salariale de la Sonara qui était de à peine 700 millions en 2013. Ils sont aujourd'hui à plus d'1 milliard. Vous comprenez que voilà un outil de pointe qu'on gère comme notre administration publique. Je dis non. La Sonara aujourd'hui est un fleuron. C'est le fleuron, un des fleurons de notre industrie. Ça devrait demander beaucoup plus de rigueur que des fonctionnaires qui iront tous les jours à Limbé avec des frais de mission et des perdièmes sur des réunions qui ne donneront rien. Ce qu'il aurait fallu faire si Total était encore là, c'est-à-dire avec ses intérêts, si Total était encore là pour protéger ses intérêts, Total aurait demandé, comme dans toutes les raffineries où il y a eu incident, comme à la CIE, la société ivoirienne de raffinerie, il faut un cabinet d'experts ou un bureau d'études d'experts indépendants qui viendront vous donner des résultats d'une enquête. Cette enquête-ci, imaginez-vous un seul instant que le ministre de l'eau, de par le fait qu'il soit le ministre de l'énergie, de par le fait que ministre de tutelle qui soit impliqué, vous pensez que vous aurez un résultat? Monsieur Dachoa, si vous comment vous disiez des questions techniques et scientifiques. D'abord, oui. Robert Moi, je pense que, je veux le dire clairement, je pense que Dachoa a un peu raison. Je pense dans ce genre de catastrophe majeure qui va impacter le pays, y compris même le PIB et peut-être même les points de croissance, je crois qu'on devait mettre un cabinet indépendant. On devait mettre un cabinet indépendant pour établir toutes les responsabilités. Comme moi je l'ai dit, je le répète ici, le problème de Comora ne commence pas seulement ces derniers jours. Tout à fait. Le problème de Comora commence depuis le départ de l'assistant technique, voilà, qui était en charge de l'intégrité des installations. Tout à fait. La qualité de l'image de marque dans le monde. C'est 2013, ça. Voilà, quand ils sont partis. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il coûtait cher. À l'époque, on nous disait que cet expatrié coûtait près de 9 milliards par an, c'est tout. On pouvait ramener à moins d'1 milliard peut-être et gagner 8 milliards en mettant une équipe soit locale, soit africaine ou sous-régionale. Mais ils sont partis sans être remplacés. Dès cet instant, le verre est entré dans le fruit. Parce que Total qui fait l'assistant technique, Total avait en même temps toutes les entreprises qui construisent ces équipements pétroliers, ces grands pétroliers, Total, Exxon, tous sont actionnaires. Et les centrales d'achat de Total et les autres sont utilisées par ces entreprises pour commander du matériel. Quand je dis par exemple qu'il faut au moins 2 ans, les gens ne savent pas que pour commander l'acier, il faut des milliers de kilomètres d'acier pour le prendre. Et il y a un délai de 6 mois, 1 an. Et c'est quand vous commandez qu'on commence à fabriquer vos aciers. C'est pas posé sur les étagères. Il y en a qui pensent qu'en 2 mois, 3 mois, ça peut se faire. C'est pas possible. Donc pour revenir, Total ayant les centrales d'achat, qui avaient les fournisseurs où ils étaient les actionnaires, quand Sonara commande du matériel, ils font la résistance passive. C'est-à-dire un truc qu'on peut vous livrer en 3 mois, ils mettent 9 mois, quand vous n'en avez même plus besoin, c'est là, à ce moment-là qu'ils essaient de vous livrer. Qu'est-ce qui se passe? Sonara est obligé de se ravitailler sur le marché mondial, comme on dit. Et que ce soit en Chine, en Inde, partout. Et du coup, on n'est pas sûr de la même qualité, de la qualité des équipements. Pourquoi? Parce que non seulement c'était acheté, pas forcément chez des fournisseurs qualifiés dans le monde, et c'était acheté 2-3 fois plus cher. C'est même pour ça que l'argent d'extension là est fini un peu trop vite, parce que c'était un peu surfacturé. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que faut pas penser que Total est parti étant content. Il y a eu ce qu'on appelle la résistance passive. Et ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues.
Il faut le dire en français simple. Et du coup, Sonara a commencé à se ravitailler un peu n'importe où. Donc, la dégradation du niveau d'intégrité des installations commence avec ce départ. Avec les crocs en jambes qu'on le fait, avec tout ce qui se fait. Donc, à côté de ça, vous avez d'autres décisions malheureuses qui ont été prises. Parce que c'est inadmissible qu'une société comme Sonara n'ait pas sa génération électrique. Elle est dépendante totalement des Léo Sonel. Non, une entreprise dans le secteur pétrolier a son autonomie en énergie. Maintenant, si vous prenez l'énergie venant d'ailleurs, mettez vos équipements avec des suppléances pour prévoir que si cette énergie part, ça prend le relais. Sonara a 3 groupes piastiques. Chaque groupe fait 3 mégawatts. C'est des groupes qui sont faits pour alimenter Sonara et pour alimenter toute la ville de Limbe. Sans souci. Ça, c'est les choses que j'ai fait sur le terrain et j'ai les preuves de ce que je dis. Donc, quelque part, voilà une décision managériale malheureuse qui a été prise. Pourquoi? Parce que, bon, quand les financiers arrivent, ils regardent seulement le coût. Quand le directeur entretien, le directeur maintenant dit il y a tel équipement qu'il faut, il faut faire la révision de 30 000 heures, il va voir que ça coûte 300 millions. Ah non, ça coûte ça, j'ai pas d'argent. Débrouillez-vous autrement. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez que le directeur d'entretien de maintenant fasse quand son patron lui dit il n'a pas d'argent? Vous comprenez? Et l'une des choses qui m'ont marqué négativement, c'est l'arrêt longue durée de l'année dernière. On a fait 8 mois d'arrêt de mars à novembre. Et on a tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, c'est une raffinerie qui est en face de la mer. En face de la mer, les vents qui arrivent sont les vents marins qui sont mélangés au sel. Et à l'arrêt, pendant 8 mois, vous avez l'air qui rentre partout dans tous les équipements. Ça crée la corrosion externe ou interne, ça dépend de là où l'air est passé. Et j'ai bien averti qu'attention, au redémarrage, si on ne fait pas ce qu'on appelle le commissioning, le commissioning, c'est une technique pétrolière où, à partir des checklists, des point lists, on essaie de savoir tout ce qui se fait, si les équipements sont en place, s'ils sont en état de fonctionner, tester individuellement avant de lancer l'ensemble. Et comme il fallait démarrer dans la précipitation, je ne suis pas sûr que ça a été fait. Et ce n'est pas impossible. C'est la commission d'enquête. La commission va travailler, mais si la commission est faite de ces hauts fonctionnaires que moi je connais, moi j'ai été sur les sites, j'ai travaillé, je les ai reçus à maintes reprises, je peux vous garantir que beaucoup sont sortis de l'école depuis très longtemps, ils n'ont pas exercé sur le terrain, ils viennent, ils vous demandent comment ça se passe, on a oublié, c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont venir, pointer, et puis, bon, tout dépend de ce que le PM veut. Peut-être le PM veut un rapport qui arrondit les angles, mais si vous voulez connaître la vérité, c'est un cabinet indépendant qui devait être commis pour aller travailler avec les employés de Sonara et accompagné par peut-être les responsables de ce ministère, mais les spécialistes des cabinets devaient être là pour sortir la vérité. Bon, maintenant, quand vous avez ce fonctionnaire, on les connaît, on sait comment ils travaillent. Hein. Je ne peux pas dévoiler ça ici sur le plateau, mais je peux vous garantir que ce n'est pas eux. Qu'est-ce qui vous empêche de dévoiler sur le plateau? Non, parce que beaucoup sont incompétents. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Je vous dis, je ne marche pas mes mots, je le dis clairement. J'en ai reçu des dizaines. Quand ils arrivent, vous dites, bon, vraiment, c'est vous qui connaissez comment ces choses marchent. Hein, dites-nous ce qu'on doit faire, nous on va faire. On sait où. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, si cette commission n'a pas d'experts indépendants, je n'attends rien de cette commission. Ça, je peux vous garantir. Oui, je pense que l'idée de souveraineté continue de souverainisme, d'ailleurs, continue d'animer notre système managérial. On accepte d'avoir notre autonomie en matière d'expertise. On tire les conséquences. Vous êtes d'accord avec moi? On a voulu avoir notre souveraineté, notre indépendance par rapport à la tutelle de Total, à la tutelle technique du moins. Donc, nous tirons les conséquences. C'est tout. Mais moi, je voudrais quand même rebondir un peu. Y a-t-il risque de pollution, vous qui avez fait travailler sur l'environnement là-bas? Je ne pense pas qu'il y ait risque de pollution. Oui, il y a tout pour contenir les nappes. Il y a tout pour contenir la qualité, pour contrôler la qualité de l'air. Sans vous couper, pour faire simple, vous voyez les bacs que vous voyez là. Vous voyez autour des bacs, il y a ce qu'on appelle les merlons. Les merlons ont une certaine hauteur, et quand vous calculez le vide du merlon, ça prend la capacité de tout le contenu du bac. C'est-à-dire que même si le bac s'ouvre, se déverse, il sera contenu par les merlons. Donc il n'y a pas de difficulté sur le plan, il n'y a pas de risque environnemental majeur. Toutefois, il faut contrôler l'érosion des installations. Parce que avec l'embrun marin qui est chargé de beaucoup de sulfate de sodium, alors
l'érosion va continuer. Or, l'érosion même est déjà une source de catastrophe. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que même les installations qui n'ont pas été touchées, ça doit rester à l'arrêt 2 ans pour vous garantir que au bout de 6 mois, 1 an, vous pouvez oublier ces installations. Alors vous qui avez observé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comment là-bas la catastrophe a été gérée? Elle a été gérée de manière très difficile. Les pompiers ivoiriens n'ont pas pu apporter la solution. Une équipe de pompiers français est venue de Marseille pour donner un coup de main aux pompiers français. Et le risque est encore plus grave puisque la société ivoirienne des raffineries est adossée sur une cité, la cité de Vridi. C'est-à-dire une cité comme, vous entendez, cité des palmiers. Oui, comme Bounamous a dit. Il fallait déjà commencer par évacuer les gens. Donc les pompiers ivoiriens n'avaient pas l'équipement suffisant et adéquat pour répondre à l'incendie. Ils ont donc reçu l'assistance technique des pompiers français. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Ils ont fait des bonnes études techniques, ils ont amélioré à grand prix la qualité de du fonctionnement de leurs installations. Et on a pu entendre parler d'incendie. Donc, mais c'est vrai, l'incendie se passe, ce qui m'a... Je ne sais pas. Si avez-vous le sentiment que jusqu'à présent c'est bien géré? Ah ouais, c'est suffisamment bien géré. Je dis ici au Cameroun. Hein, ici au Cameroun, à la Sonara, ils répondent à toutes les normes. Mais maintenant, sur les questions techniques, sur les questions scientifiques, on ne peut pas donner de réponse parce que là, ce n'est pas notre domaine. Mais sur les questions de mise en conformité, je pense qu'ils ont leur étude de danger, ils ont leur plan d'urgence, ils ont leur plan opérationnel, tout est prêt. La commission, oui, ils ont tout sur le plan. Je pense que... Et 3 groupes électrogènes qui ne marchent pas depuis 1 an. Oui, là même, maintenant, ça relève exclusivement du côté technique et scientifique qui ne regarde pas la mise en conformité, en fait, vis-à-vis des lois. Non, c'est pas ça, parce que vous voyez, je pense que le management qui a pris cette décision, c'était beaucoup plus économique. Parce que les groupes qui sont puissants, ça coûte très cher, en entretien, ça consomme beaucoup de gazole aussi. Et donc, aujourd'hui, vous ne trouvez plus ce genre de groupe. C'est beaucoup plus de turbines à gaz qu'on utilise, parce que c'est beaucoup plus propre et ça consomme du gaz qui est beaucoup moins cher que le brut. Donc je pense que ce genre de décision peut impacter indirectement sur l'accident. Pourquoi? Parce que, étant connecté directement à Eneo, Eneo, d'après les informations que j'ai reçues, a fait 5 coupures dans la journée. Et quand ça coupe, la raffinerie s'arrête. Et il faut redémarrer. Ça se fait 5 fois dans la journée. Et ça peut être beaucoup pour certains relais électroniques. Vous comprenez? Il suffit qu'un relais électronique qui contrôle la température du four soit grillé et qui devient comme un conducteur. En salle, l'opérateur voit l'enregistrement est correct, comme s'il n'y a rien, mais la température monte dans le four à l'extérieur. Et si la sécurité ne fonctionne pas, parce que peut-être, vous savez, parfois dans le fonctionnement, les opérateurs vont chanter la sécurité, hein, ils le bypassent, comme on dit. Vous comprenez? Et du coup, si la sécurité a été chantée, l'installation ne s'arrête pas. La température n'arrête pas de monter jusqu'à ce que ça atteigne la limite de rupture. Alors, l'autre volet, évidemment, de ce thème, c'est essayer d'évaluer les conséquences ou l'impact économique. D'ailleurs, le thème, il est économie, peut-on faire sans la Sonara? Je veux dire que le gouvernement rassure quand même. D'abord, pour dire que tous les produits pétroliers, les prix sont maîtrisés. Il y a, au niveau du ministère du Commerce, on a essayé de créer des équipes d'observation sur les différents marchés, gaz, pétrole et carburant à la pompe, pour qu'il n'y ait pas inflation. Je veux dire, de ce côté-là, et d'ailleurs, j'ai lu un article, j'essaie la référence tout à l'heure de notre confrère qui a publié l'article, qui parlait de la RCA par contre, où on commence à ressentir les premières pénuries à la pompe. Mais ça n'a rien à voir avec ça, je pense. D'accord, c'était... Ok. Enfin, c'est lui qui répond d'abord. En GB, vous pensez que, de ce point de vue, pour l'instant, en moyen terme, qui sait peut-être à long terme, tout est maîtrisable? Il faut voir à plusieurs niveaux. Parce qu'il y a d'abord un niveau socio-économique. Okay. Parce que la Sonara, c'est quand même pratiquement 900 employés, emplois directs. La Sonara, c'est à peu près plus de 2000 emplois indirects aujourd'hui, à travers les sous-traitants. Et parmi ces sous-traitants, il y a à peu près 70% qui n'ont pour seule
client que la Sonara. Vous comprenez, vous voyez un peu la chaîne du désastre. Monsieur Ambassadeur tout à l'heure a parlé d'un arrêt de 2 ans. Il est optimiste. Il est optimiste. Non, voilà. Bon, je précise que le gouvernement a dit environ 12 mois. Bon, non. Mais bon, non, je ne veux pas jouer à ça. Je donne ça, juste. Ça, c'est une fois de plus des communiqués de fonctionnaires. Le meilleur communiqué qui a été fait. Je donne l'info gouvernementale. Maintenant, vous allez, en tant qu'expert, avoir le meilleur communiqué vos qui a été fait 10 heures après l'incident. Celui du directeur général. Celui du directeur général. Qui a annoncé à ses partenaires en cas de force majeure. Ça voulait tout dire. Ça dit tout. Ça voulait tout dire. Après, pour ceux qui veulent faire de la politique, ça n'engage que. Alors, la Sonara fera 2 ans en arrêt. C'est-à-dire de reconstruction, si jamais le chantier est relancé. Parce que tous les experts s'accordent à dire même qu'il faudrait il faut construire une nouvelle raffinerie carrément. Parce que retaper cette ancienne raffinerie va nous coûter plus cher que de construire une nouvelle. C'est clair. Alors, donc, 2 ans aux arrêts. La Sonara deviendra simplement cette entreprise-là qui achète, achète et achemine à la SCDP. Tout simplement. Vous voyez bien que le personnel actuel est 900. Ce n'est pas ces 900 qui vont intervenir dans cette chaîne-là. Il y aura peut-être 100 personnes ou 150 au grand maximum. Il y aura 700, 750 à ne rien faire. Est-ce à dire que l'État aujourd'hui va s'engager à payer 700 personnes à ne rien faire pendant 2 ans? Ou alors, l'État sera obligé de voir les choses en face et de se dire, ah non. Congé technique. Congé technique. Du moins, il y a une autre chose qui est claire. Et là, je réfléchis au niveau des 900 de l'État, parce que c'est un engagement de l'État. Par contre, les sous-traitants, c'est clair que tout de suite, toutes ces entreprises ont fermé. Vous voyez, c'est automatique. Parce que là, ça ne relève pas de la compétence de l'État. C'est des entreprises privées qui vont forcément, à un moment donné, déclarer faillite. Limbé, aujourd'hui, est une ville qui a 2 grandes locomotives. Il y a la CDC. La CDC est déjà morte. La CDC, aujourd'hui, les employés, c'est 11 mois d'arrivée de salaire. Aujourd'hui, la Sonara se joint au tableau. Donc, on aura une ville de Limbé demain qui ne sera que l'ombre d'elle-même. Vous voyez le désastre socio-économique. Maintenant, sur le plan macroéconomique, la Sonara arrivait encore à faire de l'argent parce que la Sonara raffinait et revendait. Aujourd'hui, la Sonara ira sur le marché international acheter des produits finis. Par conséquent, plus cher. Ces produits, s'il faille appliquer les prix justes, ces prix justes seront hors de portée de la bourse camerounaise. Cette question précise, j'ai suivi la communication gouvernementale qui disait que les prix du pétrole à la Sonara étaient quand même plus chers que le marché. Non. Après, la Sonara aujourd'hui, sur le plan technique, nous avons eu la chance de fabriquer et de former des ingénieurs dont le Cameroun peut être fier. Tous les ingénieurs de la Sonara ont été formés sur le site de Martigues en Aix-en-Provence, chez Total, qui est une référence en raffinerie. D'accord? Donc, le carburant qui sort de la Sonara est un carburant de qualité. On peut nous dire que d'autres carburants coûtent moins cher, soit, mais quitte de la qualité. C'est cela qu'il faut interroger. Donc, je disais donc que l'État du Cameroun sera aujourd'hui obligé de continuer à subventionner le carburant. Merci. À un moment donné, il faudrait donc qu'il y ait de la transparence. Oui, on va continuer à approvisionner le marché. Mais à quel coût? Au sacrifice de combien d'écoles, de combien d'hôpitaux, de combien de routes? Robert Moutiambassa. Oui, merci. Je crois que je vais apporter quelques petites corrections quand même. Parce que vous savez, cet accident est une catastrophe majeure et qui aura un impact au niveau micro, au niveau macro. Au niveau de Sonara même d'abord, Sonara perd son outil de travail. C'est clair.
Vous savez, même si une partie des installations n'a pas été touchée, comme je l'ai dit, il faut attendre minimum 2 ans pour ne pas dire 3. Même l'autre partie qui n'a pas été touchée sera impactée. Sonara est aujourd'hui comme une voiture qui a perdu son réservoir et son carburateur. La voiture est là devant vous, belle, propre, mais elle ne peut pas bouger. C'est ça la Sonara aujourd'hui. Donc, à l'intérieur de la Sonara, vous avez déjà des centaines de Camerounais qui vont se retrouver sans emploi. Quand vous parlez de chômage technique, vous êtes gentil, ils seront en arrêt de travail. Le chômage technique dure 6 mois. On le prend, on baisse de 50%, 55% chaque mois, au bout de 6 mois, on vous vire. Donc il y aura arrêt de travail. Ça ne sera pas un chômage technique. Et pour près de 90-95% du personnel. Et même les chiffres que le bon a dit, c'est pas Sonara qui commande en international. C'est l'État, via la CSPH, qui donne, qui tue soit à Tradec, soit à Total de commander en international. Donc Sonara n'est pas dans le circuit de commande en international. C'est les marketeurs, la Total, Mobile, Olivier et autres. Donc, la Sonara a reçu du gouvernement camerounais l'année dernière un contrat de gré à gré pour, au nom de l'État du Cameroun, importer le fuel léger. Ok. Donc pour dire que quoi? Pour dire que au-delà de la Sonara elle-même, qui est presque sinistrée, il y a tous les sous-traitants, comme il a dit, ils sont des centaines de milliers de Camerounais qui vont payer leurs emplois. Il y a Sonara, société d'État, qui paie les impôts à l'État. Voilà. Sonara fait partie des grandes sociétés évidemment, qui paient le plus au trésor public. Tout à fait. Ça va disparaître. La ville de Limbe, comme elle sera complètement sinistrée, parce que quand vous voyez l'impact financier que Sonara représente, déjà si d'ici il y a déjà le problème, Sonara maintenant est en arrêt, et toutes les entreprises sous-traitantes qui travaillent, qui venaient, qui restaient dans les hôtels, qui mangeaient dans les restaurants, qui faisaient les courses en ville, je peux vous garantir que dans 6 mois, ça serait une ville un peu sinistrée, pour ne pas dire très sinistrée. Donc pour dire qu'au niveau de l'impact macro, déjà au niveau des importations, en principe, Sonara est plus cher à la pompe que quand on importe de l'extérieur. Okay. Le prix de revient de l'extérieur, quand il arrive au port de Douala, est de 280-300 francs le litre. En moyenne, parce que vous savez, le super a son prix, le pétrole a son prix, le gazole a son prix, mais quand on prend un prix moyen pondéré, on se retrouve dans ces zones-là. Donc normalement, l'État met à peu près 200 francs de taxes au-dessus, ou un peu plus. Le prix devrait coûter normalement moins cher que le prix à la pompe actuelle, compte tenu des coûts du baril. Mais je crois qu'il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on maintient les prix actuels et on laisse le baril fluctuer jusqu'à un certain niveau pour ne pas perturber, ou on ramène les prix au prix du marché parce que les prix vont baisser, mais il faut que les gens s'attendent à ce que quand le baril va remonter, qui est l'État ne subventionne plus aussi. Donc il y a des décisions à prendre de ce côté. Parce que l'importation, l'arrêt longue durée, l'année dernière qui a fait 8 mois, personne n'a ressenti que Sonara était à l'arrêt. Parce que la CSPH a joué son rôle. Les gens ont joué leur rôle et ils n'ont pas de problème là-dessus. Le problème qu'il faut voir, c'est que entre les transporteurs de carburant de Limbe à Douala, Limbe et Bafoussam, cette tranche de transporteurs va disparaître. Parce que les Sonara n'étant plus producteurs. Et vous savez, Sonara produit à peu près 15 à 20% de gaz domestique. Parce que le gaz est importé à plus de 80%. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et l'État soutient la Sonara par rapport au gaz entre 30 et 40 milliards par an. C'est le chiffre réel. Ok? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant l'importation de gaz va passer à 100%. Mais jusque-là, la ménagère, le consommateur ne va rien ressentir parce que au niveau du gaz, la bouteille de 12,5 kg devait coûter 12 500. Mais l'État a fixé le prix à 6 500. Donc il y a une subvention à faire pour le différentiel. Par contre, pour les produits blancs, c'est-à-dire le gazole, le pétrole, le super et autres, il n'y a pas de raison. Au prix actuel du dollar, il n'y aura vraiment pas à s'inquiéter. On sera ravitaillé. Par contre, Sonara fait un chiffre d'affaires annuel, je ne connais pas les derniers chiffres, mais qui tourne entre 900 milliards et 1000 milliards, je pense. Alors, vous savez, quand on voit la richesse, le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée par les entreprises locales, qui sera seul, sort avec 1000 milliards, vous voyez que ça va impacter sur le PIB, sur même le point de croissance. Bien sûr. Vous comprenez? Donc ça fait que ces choses-là, c'est les choses qu'il faut prendre en compte pour voir l'impact
la Sonara sur le reste du pays. Par contre, les entreprises comme CSPH ne vont pas trop ressentir. Au contraire, ils vont se sentir un peu plus à l'aise. Vous comprenez, il y a un équilibre à faire de ce côté. La SCDP aura des petits soucis, mais qui peuvent être réajustés. Mais ce qui est sûr, c'est que la structure de prix sera revue. Parce qu'il y a des paramètres qui sont à l'intérieur, qui concernent Sonara, qui doivent sauter. Et donc, ça doit être balancé avec d'autres paramètres. Donc, il y a tout un travail global à faire, mais ce qui est sûr, c'est que la catastrophe de Sonara va nous faire très mal. Qu'on ne sait pas de tricher en essayant de faire comme si les choses seront simples, c'est pas vrai. Ça sera très difficile pour tous ceux qui étaient connectés à 100% à Sonara, comme les entreprises sous-traitantes qui travaillent pour Sonara. Elles sont à l'arrêt, là, c'est fini. Avec le cas de force majeure, même un rond, vous n'en avez plus. Et ce qu'il faut dire, c'est que la Sonara est la deuxième entreprise au Cameroun en termes de chiffre d'affaires. Oui. Après la SNH. Après la SNH. Donc ça fait que quand vous voyez un peu tous ces produits, par exemple, nous consommons au niveau du pays, au niveau du Cameroun, entre 1 700 000 et 2 millions de tonnes de produits blancs par an. Hein? C'est la consommation annuelle. Et ça, les importations compensent ça sans problème. Le gaz de métrique, on consomme entre 90 000 tonnes, je crois, et 100 000 tonnes de consommation annuelle, avec un soutien de l'État de entre 30 et 40 milliards. Donc je pense que de ce côté, vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter. Le gouvernement a eu raison de demander à la population de ne pas s'inquiéter. Il ne va pas manquer de carburant à la pompe. Maintenant, la qualité de carburant qui va être livrée à la pompe, il faudrait que pendant les commandes, qu'on soit très rigoureux, très regardant pour que la qualité soit très bonne comme celle qui sortait de Sonara. Parce que vous savez, on a eu parfois des commandes de carburant aussi, où à 100 mètres, vous pensez qu'il y a des eaux pourries partout, alors que c'est le carburant qui est en train de sentir mauvais. Donc je pense que ces choses-là sont à prendre en compte. Donc l'impact de Sonara sur l'économie, sur le social, sur la vie du pays, sur le PIB, sur la croissance, sera quand même sensible. Y a-t-il risque, et là je parle je vais interroger vos connaissances économiques, y a-t-il un risque sur le budget actuel en cours? Et quand vous dites risque, c'est en termes d'impact. En termes d'impact, évidemment, pourrait-il suivre une correction? Mais ça fait les impôts et taxes. Oui, mais il y a la fiscalité, par exemple. On peut craindre un nouvel réajustement budgétaire. Écoutez, normalement, pour être efficace, il y a plusieurs mécanismes qu'on pourrait activer. Mais je pense que pour que ça n'aille pas dans tous les sens, c'est pourquoi je disais qu'il fallait que les experts se saisissent très rapidement de l'incident de la Sonara, parce qu'il y a un pan que personne aujourd'hui, d'accord, ne voit. C'est quels sont les dommages que cet incident a créés. Monsieur Datua, vous avez parlé de dommages. Je pense qu'il y a un point sur lequel je voulais insister. Oui. C'est que nos structures portières n'étaient pas préparées pour être des ports pétroliers. Désormais, il y aura une navette de tankers dans notre port qui n'est pas suffisamment préparé pour ça. Ça constitue déjà un nouveau risque. Un nouveau risque au plan environnemental. Oui, environnemental. Tout à fait. Vous savez ce qui se passe au Nigeria avec les tankers qui déversent, qui dégraissent et tout ça. Donc, il faudra compter avec le fait qu'il faut penser à ajuster les installations portuaires pour qu'elles puissent recevoir des tankers qui vont livrer du pétrole raffiné. Tout à fait. Alors, donc je disais, il faut pouvoir aujourd'hui évaluer l'étendue des dégâts. D'accord? Au centime près. Malheureusement. Absolument. Il faut pouvoir donc chiffrer à combien s'élèveront soit la construction d'une raffinerie nouvelle, ou alors, comment donc réaménager cette je pense que réhabiliter cette raffinerie au bout de 2-3 ans va coûter largement plus cher. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi, cher René. C'est des ratios, c'est des standards. Vous risquez à donner des chiffres. Hein? Vous risquerez à donner un chiffre en termes de... Oui, mais moi j'ai donné dernièrement des chiffres que je maintiens parce que vous savez, comme je dis, ceux qui ne sont pas du métier peuvent penser qu'on raconte n'importe quoi. Mais le milieu pétrolier est très structuré. C'est des choses, on a des ratios bien précis. Vous savez, quand vous êtes en raffinerie, à partir de la capacité de production, à la capacité de raffinage, on peut connaître des ratios en termes d'effectifs. Vous direz que ça va coûter combien? Quoi?
La réhabilitation, par exemple. Réhabilité, la c'est au moins 2 000 milliards. Là, la réhabilitation sera au-dessus de... Rien que la partie qui concerne les dégâts, peut vous prendre ce que j'ai annoncé la dernière fois, 500 à 750 milliards. Vous êtes gentil, bon, monsieur non, Mouté. ça c'est dit la partie des dégâts là. Mais comme les dégâts vont continuer avec l'autre partie qui n'a pas été touchée, il faut mélanger tout ça. C'est au moins 1500 milliards sur 2 ans. Je crois qu'en le faisant, en essayant de réhabiliter, forcément, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Il vaut mieux commencer à étudier même, parce que vous savez, un pays comme le Cameroun n'a qu'une seule raffinerie. D'abord, c'est pas normal. La France, qui a le double de notre population, a 9 raffineries. Donc le Cameroun doit avoir minimum 2 raffineries. Pourquoi ne pas refaire la Sonara à une capacité de production de 2500 tonnes ou 3000 tonnes et faire une autre Kribi, pareil. Sonara, Limbe sera les raffineries mères et on fait l'annexe à Kribi. Ça nous permet d'avoir 2 raffineries dans le pays qui font une production qui permet de tenir 40-50 ans sans avoir besoin de réaménagement. Et en le faisant, dès les calculs de conception et autres, on intègre la possibilité de consommer le pétrole brut camerounais dès le départ et prévoir les ajustements pour augmenter la capacité sans avoir à aller recommencer tout à zéro comme on est en train de le faire en ce moment. Dans tous les cas, je crois que quand les experts vont faire leur travail et que les dossiers seront remis à l'État, j'espère que les choses vont aller plutôt dans le sens de faire une nouvelle raffinerie. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis encore que ça c'est... Je ne suis pas expert de la chose, mais je me suis rapproché des gens qui ont une expertise avérée. La Sonara aujourd'hui, il faut compter au bas mot 2 ans. 2 ans 2 à 3 ans. Pour la réhabiliter, si on a choisi cette option. C'est au moins 2 ans. Il faut au moins 1500 milliards. C'est pas 100 milliards. Vous voyez, moi j'ai lu un communiqué du ministre qui parlait de 100 milliards. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Je dis c'est 2 ans au moins. Minimum. Et minimum 1500 milliards. Vous savez que et je parle sous le contrôle de M. Ambassa, cette raffinerie a été construite, je crois, on a nommé Edi en 78, donc il a commencé à construire en 78 jusqu'en 81, parce que l'exploitation a démarré en 81. Mais c'est de l'ancienne technologie. C'est de l'ancienne technologie de raffinerie. Plus personne ne peut aujourd'hui installer une raffinerie avec ça. Donc il vaut mieux pour tout le monde. J'ai dit bien, il vaut mieux pour tout le monde de raser, commencer une nouvelle raffinerie. Pour appuyer cette thèse-là, vous savez, si ça a mis 8 mois d'arrêt l'année dernière, c'était simple. On a voulu démarrer la raffinerie en mettant en service de nouvelles installations. Mais l'interface entre l'ancienne et la nouvelle était incompatible. Parce que vous savez, une interface en pneumatique avec du vieux matériel qui a 40 ans et l'autre qui est moderne, ça posait le problème. En 8 mois, ils n'ont pas pu. Donc, on a redémarré fin novembre. C'était les vieilles installations qu'on a remis en service. Les nouvelles n'ont jamais été mises en service jusqu'à présent. Oui, c'est grave. Ne serait-ce que la partie 200 milliards d'investissement. 200 milliards d'investissement. Sur la Sonara. Sur la Sonara, moi, je garde espoir. J'ai vu des catastrophes dans d'autres pays. Je garde espoir. Je pense que le gouvernement va se relever. Et je demande aux Camerounais, puis aux techniciens de se mettre au travail et de croire. Donc, il n'y a pas de fatalité en tant que telle. Il y a des catastrophes dans des États qui sont encore plus durs que ça. Nous remercions Dieu qu'il n'y a pas eu de mort. On n'a pas eu la situation de Bhopal en Inde, donc avec la Union Carbide. Oui. Donc, merci. Le mot de la fin sur la Sonara. Non, le mot de la fin pour moi c'est très simple. Je crois que par rapport à la commission que le PM a créée, s'il veut connaître la vérité, tous ceux qui sont impliqués dans le fonctionnement national de peur de l'un devaient être écartés. Il devait mettre un cabinet neutre qui va venir travailler avec les gens, les opérateurs, pour connaître la vérité, parce que à partir des opérateurs, la salle de compteur, on saura. Maintenant, il y a les décisions managériales. Si par exemple on se rend compte que c'est un relais qui a grillé du fait des arrêts, ça veut dire que peut-être il est responsable, mais les responsables qui ont arrêté la génération électrique sont aussi responsables, parce qu'ils ne devaient pas l'arrêter. C'est un exemple. Donc je pense que cette commission doit faire un travail efficace pour que la vérité soit connue. Et dans quelle que soit la décision qui sera prise, je suis de ceux qui pensent qu'il faut construire 2 raffineries derrière celle-là. Angèle Béal, le mot de la fin sur la Sonara.
Le mot de la fin sur la Sonara, c'est qu'il est temps qu'on mette sur pied rapidement une véritable commission indépendante, non seulement pour évaluer l'intensité des dégâts, ensuite enquêter sur ce qui aurait été à l'origine de l'incident. Vous ne m'en voudrez pas d'avoir une pensée pour mes camarades qui sont incarcérés à Koningui. Il y en a une dizaine qu'on a encore écroué ce matin. J'ai une pensée particulière pour mon vice-président Mohamedou Mouta, pour le docteur Oko et mon grand frère bien-aimé, le chef Bilo Arifa. Ils ont tout mon soutien et je leur assure une fois de plus qu'ils sont dans le bon combat. Merci. Merci à vous. Malheureusement, on n'a pas eu Georges Diab-Kepo qui a été retenu à Yaoundé parce qu'évidemment, il devait également être là ce soir pour participer à cette émission. Je voudrais dire merci à Angélbert Lebon et bon retour sur Yaoundé. Merci. Merci à vous, Robert Moutambassa. Votre disponibilité est légendaire, pour le dire. Et merci à vous également, je dirais de même pour vous, Joël Raphaël Ouansi. Merci à vous à la maison d'avoir suivi ce programme. On a certainement été très édifiés, notamment sur la question de la Sonara. Jeudi, je reçois dans le cadre de entretien le professeur Viviane Ondo-Abiolé. Vous savez qu'elle vient de commettre un ouvrage autour des scandales. C'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage, Scandale. On en parlera de long en large ce jeudi à partir de 21h dans le cadre de entretien avec. Ce sera sur cette antenne. Bonsoir. On passe 2 heures à dire.